Et coucou les amis, oula, on est un peu trop haut là. Coucou les amis, est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, on va replacer là. On va replacer. Eh ben, j'espère que vous allez bien. On est là, on est en place. Je suis content de vous retrouver. On est jeudi, il est 19h. Ah Nono, j'avais pas vu. Merci Nono qui resub du coup. Merci Nono pour ton deuxième mois. Oh ça y est, je parle comme un streamer. Attendez, je vais le redire parce que ça c'est cool. Ça c'est cool. Merci Nono pour ton deuxième mois. Évidemment, tout le monde n'hésitez pas à, à lâcher des subs et des tips. Mais bon, on y reviendra plus tard. On n'est pas là que pour le pognon. Coucou du coup. Coucou Cory. Coucou Warvel. Coucou Nono. Eh ben tout le monde arrive, c'est cool. Tout le monde arrive petit à petit. Ah, ben coucou Isnir le dragon. Coucou Isnir le dragon. Bienvenue à toi, installe-toi, mets-toi au chaud. Bon, alors les amis, ce soir, je ne suis pas seul, évidemment. Bienvenue, mesdames et messieurs, bienvenue dans Faut qu'on parle, l'émission qui monte malgré le silence des médias. Et aujourd'hui, l'heure est grave. Les amis, aujourd'hui, l'heure est grave. Les amis, aujourd'hui, l'heure est grave. Attendez, j'essaie de gérer un peu tout ce qui se passe. Alors, attendez, il faut que je fasse des choses. Voilà, je pense que ça ira mieux comme ça. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc oui, je disais qu'aujourd'hui, l'heure est grave, les amis. L'heure est grave. euh, Parce qu'une personnalité... Si vous voulez, moi je suis embêté. On est face à un drame. Une personnalité publique qui vient diviser la France, qui vient briser l'unité nationale et faire rejaillir dans notre beau pays des querelles que l'humanité pensait éteintes depuis la nuit des temps. Surgie de nulle part à la vitesse du son, la désormais célèbre Aya Nakamura impose en France une attitude et des manières qui font débat, jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Nouveau génie plus brillant que le plus grand des philosophes des Lumières pour certains, immonde représentante du peuple des forêts pour d'autres, Aya Nakamura cristallise les passions et ne laisse personne indifférent. Les éloges à son égard n'ont d'égal que l'amoncellement sans fin de critiques qu'elle reçoit ici et là. Pourtant, Aya ne semble guère s'en soucier, laissant les jaloux derrière elle et les pouquis dans le sas. Beaucoup de commentateurs médiatiques et politiques pointent du doigt son vocabulaire pour le moins original dans le monde de la musique, et Aya Nakamura est régulièrement interpellée pour son usage du français. Ce sera le sujet du soir. Pour discuter de cela, je ne suis évidemment pas seul, sinon le verbe discuter n'aurait pas de sens. Pour cela, je suis donc avec Mathilde Hutin. Bonsoir Mathilde. Mathilde, est-ce que tu nous entends? Coucou Mathilde. Mathilde, tu nous entends bien? Oui. Alors, Oui, excuse-moi. En fait, on avait un petit décalage avec entre Twitch et Skype. Mais ça y est, c'est réglé. Donc, Ok. Ça va mieux, voilà. c'est bon? Voilà. Je suis là. Je suis là. Mais du coup, j'ai l'image en décalé sur le Twitch. Ah oui, parce que oui, en fait, je pense que le Skype est en direct. Et effectivement, Twitch, il y a un petit décalage entre le temps qu'il stream, qu'il affiche à tout le monde, etc. Est-ce que ça te convient? On entend en double. Alors, attendez. S'il y a un écho... Alors moi, de mon côté, j'ai plus d'écho. C'est bon, j'ai réglé le souci. On entend Mathilde en canon. Alors, attendez. Je vais régler Alors ça. je pense que c'est parce qu'il faut peut-être que tu coupes le son soit sur Twitch, soit sur Skype. Là, on n'entend plus personne apparemment. Et oui, en fait, j'ai coupé tous les sons, c'est normal, tous les micros. Bon, alors. Ok, là, normalement, vous m'entendez. Vous entendez ma voix suave et mielleuse. Mathilde, peux-tu, en quelques mots, te présenter, juste histoire de parler, voir si on a tout qui va bien dans le son? Oui, donc comme tu l'as mis dans le nom de la vidéo, je m'appelle donc Mathilde Hutin et je suis linguiste. Et du coup, j'ai l'impression que niveau son, c'est bon. Ouais, bah c'est Donc, magnifique. super. Ok.
Alors, première question, avant de se lancer vraiment dans le vif du sujet, pendant que les gens commencent à affluer ici et là, donc bonjour tout le monde, bienvenue tout le monde, bonsoir tout le monde devrais-je dire. Mathilde, cette interview, donc, elle a été préparée en live mardi soir, Oui. ok, avec les viewers. Évidemment, dans le chat, vous pouvez participer, hein, vous êtes évidemment les bienvenus, ai-je besoin de le préciser. Euh, avant d'être dans le vif du sujet, on va un peu prendre le temps de se présenter, de faire connaissance. Mathilde, peux-tu nous parler de toi, de ton parcours, qu'est-ce qui peut expliquer ta présence ici? Voilà, ta chaîne YouTube? D'accord. Donc, comme je le disais, donc, je m'appelle Mathilde Hutin. Mon parcours, c'est que j'ai fait, après le bac, je suis pas partie tout de suite en linguistique, en études de linguistique. J'ai d'abord fait 3 ans de prépa, parce que comme beaucoup de gens à 18 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Je savais que j'aimais les langues, mais je voulais pas travailler sur une langue en particulier. Donc, je me voyais pas devenir que prof d'allemand ou prof d'anglais. Ça m'intéressait moins. Et en fait, ces 3 années de prépa ont été assez bénéfiques, puisque c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de façon assez soudaine que ce que j'aimais dans les langues, c'était toutes les langues en fait, et que du coup, je devais faire de la linguistique et pas des langues particulières. Et donc, je suis partie tout de suite à la fin de mes 3 ans, j'avais une équivalence de licence et j'ai poursuivi avec un master de linguistique à la Sorbonne. Et après ça, j'ai un peu flotté avant la thèse et j'ai commencé une thèse en 2013 à Paris 8, donc Saint-Denis. Et j'ai terminé il y a 2 ans maintenant, donc maintenant je suis chercheuse en linguistique. Voilà. Ok, donc ton doctorat est fini et tu es chercheuse. Comment dire, est-ce que c'est un titre officiel? Oui, c'est le nom de mon métier, disons. Ok, Et le type de contrat, si ça intéresse certaines personnes peut-être ici, c'est un post-doctorat. Donc c'est un contrat post-doctoral, pour être brève, c'est un CDD dans la recherche pour les jeunes chercheurs. ok, très bien. Est-ce que tu écoutes Aya Nakamura? Pas du tout. Ok, donc ce soir, on n'a pas de conflit d'intérêt. Ah, aucun. J'ai écouté pour m'informer pour cette émission 2 chansons il y a rigoureusement 1 heure. J'avais jamais écouté cet artiste de ma vie avant. Ok, donc en tout cas, on est sûr qu'il n'y aura pas de conflit d'intérêt ni avec Aya, ni avec Illuminati, ni Big Pharma, ni Bill Gates, ni Nicolas Sarkozy. Ok, tout va bien. Ça, c'est réglé. C'était très important, la transparence avant tout. Du coup, Mathilde, tu es linguiste. C'est quoi la linguistique et enfin, qu'est-ce que ça veut dire étudier les langues? Alors la linguistique, donc c'est le fait d'étudier les langues, comme tu dis, mais pas d'étudier les langues pour apprendre à les parler, mais pour comprendre comment elles fonctionnent. Et ça amène à une deuxième définition de ce que c'est que la linguistique, c'est pas seulement d'étudier les langues, mais d'étudier le langage. Donc le langage comme capacité cognitive ou capacité humaine, en tout cas, à parler des langues particulières. Voilà. Ok. Et du coup, comment ça se concrétise tout ça? Parce que je trouve qu'il y a tu sais, enfin, ça peut être assez abstrait de dire que on étudie les langues ou même on étudie le langage. Concrètement, comment ça se passe? Bah, là, ça dépend de ta spécialité. Donc, en fait, dans les langues, il y a plein de facettes à étudier, d'accord? Tu peux étudier les sons des langues, par exemple. C'est ce que moi je fais. Donc, tu peux les étudier soit d'un point de vue physique ou physiologique. Et là, tu fais de la phonétique. Tu peux faire plutôt regarder l'aspect cognitif. Donc là, c'est plutôt de la phonologie. Si tu regardes la façon dont on forme des phrases, ça va être plutôt de la syntaxe, etc. Tu peux t'intéresser uniquement à la façon dont les enfants acquièrent la langue. Donc ça va être de l'acquisition L1. Tu peux t'intéresser à, je sais pas moi, au contact de langue dans les populations. Donc là, tu vas faire de la linguistique de contact, etc. Donc là, il y a plein d'aspects différents de la linguistique. Et en fait, en fonction de ce qui t'intéresse, tu as toute une série de méthodologies, disons, qui sont à ta disposition. Donc tu as déjà t'as tous les dispositifs expérimentaux que tu peux imaginer. Donc, tu peux mettre en place des expériences en laboratoire, où ensuite tu fais venir des gens et puis tu les testes sur le sujet qui t'intéresse. Tu les Tu peux testes? aussi... C'est-à-dire, tu les testes?
Ça dépend ce que tu fais exactement, mais là, il y a vraiment toute une série d'expériences que tu peux faire. Mais par exemple, si tu veux regarder ce qui se passe au niveau cérébral, tu leur mets un électroencéphalogramme ou tu les mets dans une IRM, même parfois déjà. Tu peux juste les tester, faire de l'oculométrie, par exemple, tu leur fais faire un test sur un écran ou sur un très grand écran, et tu regardes où vont leurs yeux, de façon inconsciente, en fait, à quoi ils réagissent. Ok. Ça peut être un questionnaire complètement assumé, du genre on leur pose des questions. Enfin voilà, donc ça peut être toutes sortes de tests. En fait, on recherche une réaction à un stimulus donné. Ok, très bien. Ensuite, cette réaction, elle peut être physiologique, ça peut être une réponse consciente, inconsciente, etc. Donc voilà, là il y a plein de choses, Ok, donc effectivement, plein de choses que tu peux faire. on a beaucoup de méthodes d'enquête possibles. On a Mm. Nono dans le chat qui demande, et on a Chromatique d'abord qui est trop content d'avoir trouvé la chaîne. Et ben, bienvenue Chromatique, ça fait plaisir. Installe-toi, j'espère que tu es bien installé au chaud. Ça va être super intéressant ce soir. Et on a Nono qui demande, est-ce que tu inclus la langue des signes dans tes Bien sûr. études? Alors moi, spécifiquement, je ne suis pas du tout spécialiste des langues des signes, hein, parce que les langues signées, c'est une très vaste famille de langues. Hein. C'est comme dire la langue orale, ça ne veut rien dire. Il y a plein de langues orales et il y a plein de langues des signes. Mais donc, en l'occurrence, moi, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai eu la chance de faire ma thèse dans un laboratoire où il y a un très gros pôle de spécialistes de ce sujet-là. Et bien sûr, en tout cas, quand je parle d'études des langues, je comprends bien sûr langues vocales, pardon, et langues signées. C'est les deux, évidemment. Ok, très bien. Alors je vous avais dit, il est quoi? Il est 19h15. Je vous avais dit mardi, les amis, dans le chat, je vous avais dit que Mathilde passerait son temps à dire qu'elle n'est pas spécialiste de. Vous voyez, là, quand on a attendu même pas 15 minutes, et on a déjà la première occurrence de je ne suis pas spécialiste de ceci ou cela. C'est Euh, vrai, mais c'est vrai, mais là c'est vrai. là, c'est vrai. Bon, bah d'accord. Bon, bah, au moins, là, c'est vrai. Bon alors, merci pour toutes tes réponses et tes précisions concernant ta présence ici et ta personne et ce que tu fais. Et une dernière question à ce sujet, c'est qu'est-ce qui te plaît dans ton travail de linguiste? Qu'est-ce qui me plaît? Beaucoup de choses. J'aime beaucoup, beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup faire de la recherche parce que ce que j'aime dans la linguistique en général, c'est comprendre le fonctionnement sous-jacent des langues et du langage. Et faire de la recherche, pratiquer moi-même la recherche, c'est vraiment un bon moyen euh, de non seulement de prendre le temps de lire toute la littérature qui a été écrite avant moi sur un sujet donné, et ensuite de mettre en place mes propres protocoles expérimentaux ou bien mes propres études de corpus. En ce moment, je travaille plutôt dans un laboratoire qui fait de l'étude de corpus que de l'expérimental. Donc là, en fait, on a juste des corpus oraux et, euh, et on regarde dans ces corpus donnés comment les gens ont parlé, alors qu'ils savaient pas ils savaient pas forcément qu'ils allaient être étudiés par des linguistes. Ok, Donc ça, c'est aussi des données intéressantes parce que c'est de la parole assez naturelle. Et donc, en fait, en ce moment, je fais plutôt ça, mais j'aime bien l'expérimental aussi. Et en fait, quelle que soit la méthodologie, en fait, c'est toujours intéressant d'essayer d'obtenir une réponse à une question précise et puis d'essayer de faire avancer le champ des connaissances sur un sujet particulier, quoi. ok. En Et fait, ça, c'est vraiment très excitant. ok, ouais, j'ai l'impression qu'il y a effectivement cette forme de curiosité intellectuelle poussée à l'extrême. J'ai l'impression que ça te stimule beaucoup en fait. Ouais, 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 énormément. C'est vraiment, pour moi la recherche en linguistique, c'est vraiment une vocation, quoi. C'est vraiment quelque chose d'intimement lié à moi et il n'y a aucun autre métier dans lequel j'aurais pu être aussi parfaitement à ma place, quoi. Je Bah, pense. tant mieux. Bah, tant mieux. Tout le chat évidemment est heureux pour toi et n'hésitez pas dans le chat à féliciter Mathilde. Et coucou Stéphane. Et ben écoute, alors je vais pas dire que tu n'as rien raté, mais en tout cas on n'a pas commencé le fond de l'interview. Si c'est ça que tu veux savoir, on est encore dans la phase sociale. Donc jusque là ça va. D'ailleurs, si vous venez d'arriver du coup, bonsoir et bienvenue dans cette émission dans Faut qu'on parle.
animé par ma petite personne, Baston Lagaffe, qui fait de son mieux pour rendre ça plus ou moins intéressant. Et ce soir, je ne suis pas seul du coup. Le thème, c'est Aya Nakamura, son rapport à la langue française, comment elle l'utilise. Est-elle un scandale? Est-elle un génie? La réponse se situe sûrement entre les deux, comme d'habitude. Et pour en parler, du coup, je suis avec Mathilde Hutin, qui est linguiste. Du coup, j'aimerais qu'on commence avec une première question. C'est ce qui se passe en général dans une interview, il y a toujours une première question. Aya Nakamura déchaîne un peu les critiques et les passions. Hein. Et pourquoi justement est-ce que son usage de la langue est-il si critiqué? Alors, pourquoi l'usage de la langue d'Aya Nakamura est critiqué? Ce que je te disais quand on a préparé ensemble, c'est que pour moi, Aya Nakamura, elle n'est pas forcément que critiquée d'ailleurs. Hein. Il y a des personnes qui l'encensent aussi. Oui, bien sûr. Et elle n'est pas. En fait, elle n'est pas forcément critiquée pour ce qu'elle fait, mais en fait, elle cristallise des idéologies linguistiques. Et en l'occurrence, du coup, elle est critiquée par les gens qui ont une certaine vision de la langue et elle est encensée par d'autres personnes qui ont une certaine vision de la langue. Mais finalement, c'est des critiques ou des éloges qui ont, j'ai l'impression, pas grand-chose à voir avec elle, ni avec ce qu'elle fait, et qui auraient pu en fait s'appliquer à beaucoup d'autres artistes. C'est juste que ça s'est cristallisé sur elle en particulier, mais en fait, c'est une espèce de débat d'idées ou d'idéologie qui est plus large qu'elle, et plus large que sa production musicale. Mais alors, du coup, si c'est pas elle directement qui est critiquée, ou qui est, en tout cas, qui est soulevée comme débat, qu'est-ce que c'est alors? Alors, c'est un certain rapport à la langue. En l'occurrence, une sorte de débat, je dirais, entre des gens qui sont plutôt un peu traditionnalistes, voire réactionnaires, hein, on peut le dire, et d'autres qui sont beaucoup plus libéraux, voire pour une constante innovation dans la langue. D'accord. Ça, c'est un premier point sur lequel tu peux avoir une opposition. Et c'est une opposition qui peut se refléter, qui est parallèle, mais qui n'est pas complètement recouverte par une autre opposition qu'on a très souvent en linguistique, qui est la question de la norme contre la question de l'usage. Donc en linguistique, la norme, c'est quelque chose, c'est en gros, dès qu'on te dit qu'il faut dire ceci, ou il faut dire comme ça, et il ne faut pas dire comme ça, ça c'est, on essaye de t'imposer une norme. Là où, par exemple, ce qui intéresse plutôt les linguistes, c'est l'usage, c'est-à-dire comment les gens parlent vraiment, quoi, comment les gens parlent dans leur vie de tous les jours, etc. Et donc ça recoupe un petit peu le parallèle réactionnaire versus locuteur innovant, même si c'est pas exactement, parallèle. Hein. C'est deux problématiques qui se chevauchent, mais qui sont pas exactement les mêmes. Ok. Donc en fait, tu dis qu'il y aurait une espèce de dualité, de division entre la norme et l'usage. Donc la norme, c'est ce qu'on nous apprend, ce qu'on nous dit qu'il faut parler comme ça. Genre norme, le français normal, entre guillemets le vrai français, celui qu'on apprend à l'école. Et l'usage, c'est la façon dont nous on parle français finalement. Et des mots, C'est ça. et des mots qu'on va utiliser mais qui ne sont pas dans le dictionnaire, qu'on n'a pas vu à l'école, mais qu'on va utiliser quand même. C'est ça? Exactement. En fait, la norme, c'est tout ce qui est plus ou moins imposé par des institutions. Donc, ça peut être des institutions comme l'Académie française, mais aussi les manuels scolaires, l'école, etc. Et d'autre part, tu as l'usage qui, là, dans la norme, évidemment, tu as les dictionnaires. Hein, ça, c'est un grand classique. On te dit qu'un mot n'existe pas parce qu'il n'est pas dans le dictionnaire. L'usage, par contre, ça va être le fait que les gens ont une certaine pratique de la langue. À partir du moment, en fait, en linguistique, on considère qu'à partir du moment où tu es locuteur natif de ta langue, tu ne fais pas d'erreur. Ça n'existe pas, une faute. Ok. D'accord. Bon, d'ailleurs, on ne parlera jamais de ce que tu dis est bon ou pas bon, ou ce que tu dis est bon ou faux. Enfin, on n'utilise pas ces notions-là. On ne dit pas que tu fais des fautes ou des erreurs. On va dire que des énoncés sont agrammaticaux quand ils veulent rien dire, par exemple. Tu Ok. vois. D'accord. Du coup, en fait, il y a quand même cette idée que il y a des trucs à corriger, mais on enlève le côté péjoratif de c'est faux, c'est pas bien. Alors, c'est pas du tout à corriger. Non, non. C'est agrammatical, c'est vraiment quand on fait le constat qu'il y a un truc qui peut pas se dire dans la langue. Ok. Par exemple, si je fais une phrase sans verbe, avec des mots bizarres, et enfin voilà, qui veut vraiment rien dire, ça, on va dire, c'est en français, c'est agrammatical.
Mais par contre, tout ce qui a pu être dit un jour par un locuteur natif du français est grammatical, hein, a priori. Sauf pathologie ou sauf effectivement lapsus ou ce genre de choses, hein, mais accident de production. Mais globalement, quand tu parles dans la vie de tous les jours, tu fais pas de faute. Ok. Ok, ouais, je vois. Et ce que les normativistes appellent des fautes, généralement, c'est des usages qui sont plutôt bien ancrés, soit de façon locale, soit de façon diastratique. Dans une communauté donnée, c'est tout à fait acceptable et c'est pas des fautes, quoi. Ça n'existe pas. Maintenant, opposer norme et usage, c'est pas forcément pertinent tout le temps parce que la norme est intégrée aussi dans nos usages. Ok, alors là, on avait quelques mots compliqués à la suite, que moi-même j'en ai oublié quelques-uns. Mais j'espère que la notion de norme et usage a été un peu comprise par les gens dans le chat. C'est quoi la norme, c'est quoi l'usage? Et justement, on reviendra sur cette idée de faute, parce qu'on parlera d'autres chanteurs, autres chanteuses. Mais tu vois, j'ai l'impression que chez Aya Nakamura, il y a un truc qui passe difficilement, c'est le fait qu'il y ait des mots qu'on ne comprenne pas, tu vois. Euh, quand elle te dit. Attends, que je ne me trompe pas la phrase. Ouais, genre en Katana Baby, tu dead ça, tu vois. Il y en a Mm. plein il y a plein de gens qui vont pas comprendre et j'ai l'impression que c'est ça qui est critiqué, le fait qu'il y ait de l'argot, tu vois. Est-ce que c'est ça qui est critiqué et c'est quoi l'argot en fait? Alors oui, c'est sans doute ça qui est critiqué, avec d'autres éléments sans doute, hein. Je pense que les critiques peuvent sans doute se rattacher à pas mal d'éléments en fait pour critiquer. Tu peux toujours tout critiquer finalement. Mais je pense qu'effectivement, l'usage de l'argot et de mots d'argot emprunté à d'autres langues aussi, pas mal d'emprunts, c'est sans doute ce qui fait que effectivement c'est critiqué, mais c'est critiqué pas que chez Aya Nakamura d'ailleurs, hein, l'usage de l'argot ou de mots nouveaux, d'emprunts, etc. C'est critiqué dans la langue en général. Tu vois, d'ailleurs, Ouais. tu entends régulièrement, ah, faut pas dire un challenge, il faut dire un défi, tu vois, enfin, ce genre de conneries, avec la peur des anglicismes et tout. Et bon, chez Aya Nakamura, c'est pas trop des anglicismes, c'est plutôt de l'argot tiré de langues plus diverses et variées, quoi. C'est rarement de l'anglais, j'ai l'impression. Mais ou en tout cas, pas que. Tu vois, c'est beaucoup plus Ouais. large. Et du coup, c'est quoi l'argot? Est-ce que chez les linguistes, il y a une définition de l'argot? Est-ce qu'on arrive à dire ce que c'est? Bah, un argot, en fait, c'est un ensemble de pratiques langagières qui font que, au départ, c'est pour crypter le langage. En fait, l'argot, typiquement, dans les milieux criminels d'il y a 100 ou 200 ans, ou même encore avant, c'était des façons de ne pas être compris par les institutions policières ou légales, etc. Tu vois, c'était pour ne pas être compris des autres, tu vois, pour discuter de façon un peu codée. Donc il y Ouais. avait vraiment il y a une dimension cryptique dans l'argot qui est définitoire de ce qu'est l'argot en fait. Donc Ok, finalement, c'est ouais. normal que tu ne comprennes pas quand on utilise de l'argot. Ouais, parce que c'est Euh, le but en fait. Ça veut dire qu'il remplit sa fonction. Ok. C'est normal. Et évidemment, après, il y a de l'argot qui passe très facilement dans la langue de tous les jours. Tu vois, aujourd'hui, on utilise des mots d'argot, des mots qui étaient de l'argot d'il y a 100 ans. Et l'argot qu'utilise Aya Nakamura est plus récent et donc pas forcément encore entré dans les usages plus larges de monsieur, madame, tout le monde, comme toi et moi, par exemple. Ok. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que, comme le mot fric, par exemple, qui est un mot qu'on utilise assez Mmh. couramment aujourd'hui, est-ce qu'on va encore considérer que c'est de l'argot encore aujourd'hui? Ben, du coup, en fait, comme il est rentré dans la langue, il a plus vraiment de fonction cryptique, tu vois, il sert plus vraiment. Enfin, je veux dire, si je parle de fric ou de blé ou de flouze, tout le monde va comprendre, tu vois. Ouais. Donc, en fait, par définition, c'est plus de l'argot. Aujourd'hui, c'est plutôt rentrer dans un niveau de langue peu soutenu, voire vulgaire, ça dépend du terme. Euh, mais du coup, en tant qu'argot au sens bien défini de langage crypté, disons, ça, non, ça. Enfin, moi, je rentrerai plus dedans, mais tu vas rigoler encore, mais je suis pas spécialiste.
Ok. Et ça trouve des gens qui auraient une meilleure réponse que moi, plus fine, mais personnellement, non, pour moi, c'est plus de l'argot à partir du moment où c'est compris par un très grand nombre de personnes, tu vois, et que c'est utilisé par un très grand nombre de personnes aussi. Ok, je comprends l'idée, je vois. Et bah effectivement, aujourd'hui, le fric, c'est en l'argot pour le mot fric, du coup, ce serait plutôt la moula, la moulaga. C'est un peu ces mots-là qui Voilà, ressortent plus aujourd'hui, quoi. c'est ça. Ça, c'est des mots où, pour le coup, je pense que c'est peu compris par la plupart des gens encore, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais ça évolue très vite et franchement, il y a de bonnes chances pour qu'un mot comme la moula, d'ici quelques années maximum, peut-être, entre dans le langage plus courant. Ok, je vois. Et bah justement, du coup, ça m'amène à la question suivante. Est-ce que l'argot, ça peut entrer dans une langue à travers un médium ou un autre? Tu vois que sur la musique, la littérature, le cinéma, est-ce qu'on peut dire que tel ou tel mot est rentré dans la langue? Oui, bien sûr. Oui, oui. Bah, les produits culturels, généralement, comme ils représentent des populations que tu fréquentes pas forcément dans la vie de tous les jours, forcément, ça permet d'être soumis à des mots, enfin, d'entendre des mots que tu n'aurais pas forcément entendus autrement. Dans d'autres situations, tu vois, quand tu entends des malfrats qui parlent dans les films d'Audiard, alors que toi-même, tu es un bon bourgeois parisien qui n'a jamais entendu un mot d'argot, bah, forcément, tu entends des mots que tu n'aurais pas forcément utilisés ou que tu n'aurais peut-être pas forcément même entendus avant, parce que du coup, tu es mis dans des situations fictives qui sont censées être représentatives de choses que tu verrais pas dans la vraie vie. Ouais. Euh, et ça vaut pour la chanson aussi, où du coup tu te retrouves à écouter des paroles de chansons qui sont écrites pas forcément pour des gens de ta génération ou de ton milieu social ou de, tu vois, ou de Ouais, ta bien sûr. communauté d'une façon plus générale, quoi. Ouais, je vois. Et là, justement, puisque tu parles de génération, une question qu'on s'est posée mardi avec les spectateurs, c'était est-ce que Renaud, à son époque, est-ce qu'il était critiqué pour son usage de l'argot? Et en fait, de manière générale, parce que je ne sais pas si tu auras la réponse vraiment à Renaud, est-ce que de manière générale, la critique de l'argot, c'est un truc récent? C'est un phénomène récent? Euh, alors, pour répondre à la question sur Renault, effectivement, tu as vu juste, je ne saurais pas répondre à cette question. Parce que alors après, moi, c'est peut-être une impression pas tout à fait juste, mais et puis parce que je suis trop jeune pour avoir connu les débuts de Renault en personne. Mais je pense que Renault a jamais été vraiment critiqué sur la façon dont il écrivait ses chansons. Il a plutôt été assez vite reconnu comme un très bon parolier. Donc je suis pas sûre que son usage de l'argot ait été vraiment critiqué. C'est pour ça que je disais que Aya Nakamura n'a peut-être pas été critiquée que pour ça, parce que c'est clairement un élément que tu retrouves chez d'autres Ouais. paroliers et pour lesquels ils n'ont pas été critiqués. Donc il y a sans doute d'autres éléments aussi qui viennent en plus jouer sur la réception qu'on a d'Aya Nakamura par opposition à comment on a perçu Renaud à l'époque. Mais clairement, oui, des artistes, en particulier dans la chanson, qui se font attaquer sur la façon dont ils parlent, il y en a, enfin, sur leurs paroles, il y en a beaucoup, tu vois. Euh, je pense que c'est d'une façon même plus large. C'est pour ça que c'est intéressant que tu aies recoupé ça à la question de la génération. Tu auras toujours des générations plus âgées pour critiquer la façon dont les générations plus jeunes parlent. Et Ok. donc, en fait, leurs émissaires, qui sont souvent des chanteurs de leur génération à eux, de chanteurs jeunes, qui vont avoir un usage de la langue qui va être critiqué plus facilement peut-être par des personnes plus âgées, mais qui en fait critiquent plus largement l'usage des plus jeunes. Ok. Et donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui a déjà été observé scientifiquement, ce côté générationnel avec les vieux qui critiquent les jeunes? Alors, très certainement, ça ne m'étonnerait pas que sur la réception, le sentiment métalinguistique en fait, c'est-à-dire le sentiment qu'on a sur la langue, soi-même sur la langue, sa propre langue ou la langue des autres. Donc ça s'appelle, enfin c'est une des considérations métalinguistiques. Et ça fait l'objet d'études, bien sûr. Après, te citer des spécialistes de Ouais, ce ouais. sujet en Non, bien particulier, je serais sûr. incapable, hein. Bien sûr. Mais oui, je suis à peu près sûre que ça existe. Ok. Et alors, en tout cas, est-ce que c'est clair pour tout le monde dans le chat? Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est bien. C'est plutôt clair. Et en même temps, Mathilde arrive à placer ici et là des mots compliqués.
Et ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Désolée. Non, mais justement, c'est très bien parce que malgré ça, ça reste clair. Et cela est peut-être dû, attention, transition subtile, fabuleuse. Cela est peut-être dû à ton activité de vulgarisatrice, Mathilde. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah, bien joué. Merci. Alors, je sais pas si c'est lié à ça ou si c'est, enfin, tu vois, je sais pas la poule ou l'œuf, tu vois, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre parce que je suis aussi vulgarisatrice ou est-ce que je suis vulgarisatrice parce que je sais déjà au départ un peu me faire comprendre, tu vois. Ouais. Je sais pas d'où vient l'un ou l'autre, mais effectivement, pour préciser, du coup, j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant, je serais incapable de dire, je pense facile 4 5 ans. Mais j'avoue que je me souviens plus du tout quand est-ce qu'on a commencé. Ok. Je pense, ouais, 4 5 ans, je crois qu'on a commencé en 2016, avec donc une autre linguiste qui était en thèse au même endroit que moi. Donc on était toutes les deux chercheuses au même endroit et on était copines évidemment. Et en fait, quand donc Samantha, qui est ma coéquipière, a fini sa thèse, elle avait plein de temps devant, enfin pas plein de temps devant elle, c'est beaucoup dire, hein, quand on est dans la recherche, on n'a jamais beaucoup de temps, mais elle a senti qu'elle était libérée de la thèse et donc elle s'est dit, ah bah moi j'ai bien envie de lancer une chaîne. Et moi, de mon côté, ça faisait très longtemps que j'étais une très grosse consommatrice de contenu sur YouTube aussi, de contenu scientifique et culturel. Et du coup, je lui ai dit, ah bah oui, moi ça m'intéresse. Enfin voilà, on en a discuté, et puis une chose en amenant une autre, on a lancé notre chaîne, donc qui est malheureusement plus extrêmement active, hein. On publie de temps en temps, mais et elle est toujours ouverte, hein. On va continuer à publier des choses, mais c'est vrai qu'au début, on était très motivés et on avait un peu plus de temps. Et là, maintenant, elle est en poste, moi j'en cherche un, et enfin, tu vois, il faut vraiment que je fasse beaucoup de recherches pour valoriser mon expérience, etc. Donc on a beaucoup moins de Ouais, temps. bien sûr. Et en plus, maintenant, on n'habite plus dans la même ville. Elle est maîtresse de conférence à Nancy maintenant. Ah ouais. Donc autant dire que moi, je suis chercheuse à Orsay. Donc autant dire on Ouais, se voit très peu, ouais, bien sûr. surtout ces derniers temps, hein. Voilà. Et pour ne rien cacher, elle vient d'avoir un bébé. Donc c'est encore plus difficile de trouver du temps. Ouais, bien sûr, effectivement, ouais. Ouais, ouais. En tout cas, donc la chaîne, c'est elle comme linguiste. Et vous, d'ailleurs, vous pouvez retrouver Mathilde sur Twitter. J'ai mis son blaze, son tag en dessous, elle linguiste, si vous voulez discuter avec elle. Du coup, pour Ah revenir oui, à... n'hésitez pas, on est toujours très contente de discuter. Sur Twitter, c'est surtout moi. Samantha, elle s'en occupe pas trop. Mais donc voilà, si vous voulez rediscuter avec moi après en Ouais, semi-privé ou sur Twitter, n'hésitez pas. bon, bah cool, bah, le message est passé. Et du coup, pour revenir à Ayane Kamura, tu as une question qui me vient, c'est quand tu disais tout à l'heure que qu'Ayane Kamura emprunte des mots et de l'argot d'autres langues. Oui, Et ça, est-ce que c'est quelque chose de courant? Parce que j'ai l'impression qu'en France, on a beaucoup d'anglicismes, tu vois. Euh, on a beaucoup d'anglicismes, mais alors on entend ici et là que tel ou tel mot ont des origines, une étymologie, des fois c'est grec, des fois c'est arabe. Euh, est-ce que ce que fait Aya Nakamura, est-ce que c'est quelque chose de courant en France? ah oui, oui, c'est extrêmement courant, hein. D'une manière générale, les emprunts dans les langues, là pour le coup, je peux en parler parce que je sais de quoi je parle, j'ai fait ma thèse là-dessus. Les emprunts dans les langues, c'est extrêmement courant. Il y a très peu de langues qui ne font pas d'emprunt, et quand elles en font pas, c'est parce qu'elles sont isolées. Il n'y a pas de contact Ok, avec d'autres langues. À partir du moment où tu as un contact de population, un contact de langue, tu peux être à peu près sûr qu'il va y avoir des emprunts dans un sens et dans l'autre. Ce sera un peu asymétrique, tu vois, il y a une langue qui va plus emprunter que l'autre, mais globalement, tu vas en avoir, c'est quasiment sûr. Donc, emprunter à une langue, c'est on ne peut plus normal. Le français le fait beaucoup. On en entend suffisamment parler, évidemment, hein, le côté réactionnaire de certaines institutions qu'on ne nommera pas ici a tendance à te dire que c'est pas du bon français. Mais en réalité, c'est un processus extrêmement naturel et qui est même plutôt révélateur de la vitalité de la langue, hein. d'accord. Alors, en français, on a tendance à beaucoup emprunter à l'anglais, évidemment, parce que c'est la langue dite de prestige. Ça veut dire que c'est la langue qui symboliquement se réfère à une culture qui est extrêmement bien vue dans notre société. D'accord. Donc, l'aspect économique, culturel, social, etc. des États-Unis et dans une moindre mesure de l'Angleterre font que l'anglais est une langue de prestige dans le monde. Et du coup, on a tendance à faire des emprunts à l'anglais qui sont vraiment complètement normaux. Par Ok, contre, on a des contacts avec d'autres langues que l'anglais, évidemment, hein. D'ailleurs, on n'a pas une seule frontière en commun avec un pays anglophone. Par contre, bon, selon les régions, tu vas avoir des contacts de population entre pays. Donc, par exemple, tu as beaucoup plus d'emprunts à l'allemand en Alsace. Tu vois, ouais. c'est assez
assez logique. Ouais. Et puis, eh ben, il se trouve que la France, c'est aussi une terre d'accueil de beaucoup de gens qui parlent leur propre langue quand ils arrivent. Et cette langue, ces langues des populations immigrées, euh, elles vont à leur tour amener des nouveaux mots dans la langue. Et généralement, l'argot, euh, au sens de jargon populaire, il est très souvent tiré des langues des minorités et des immigrés d'une manière générale. Donc à une certaine époque, c'était massivement l'arabe. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'autres langues, tu as le romani, le nouchi, enfin, tu as plein d'autres langues qui rentrent, qui offrent une façon facilement cryptée de communiquer entre gens qui savent de quoi ils parlent, parce que souvent ils partagent ce fond linguistique commun. D'accord. Et justement, il y a un Nono dans le chat qui dit que il dit, je pense que ce qui est nouveau, c'est qu'elle emprunte de langues venant d'Afrique. Et je crois que c'est assez nouveau en France. Et effectivement, j'ai l'impression que c'est assez nouveau, ou en tout cas que c'est... Enfin, je sais pas si c'est nouveau, mais c'est peut-être nouveau que nous, on l'entende. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est surtout nouveau pour nous, parce qu'on n'a évidemment pas du tout l'habitude. Après, je t'avoue que je ne sais pas du tout depuis combien de temps ces mots sont utilisés en France en tant qu'argot. Là, c'est juste qu'elle leur donne une vitrine, tu vois, Ouais. elle les fait entendre à des gens qui ne les auraient pas entendus autrement, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les médiums culturels. Euh, donc, je pense que c'est pas complètement récent au sens où des populations qui parlent des langues africaines, il y en a depuis un bon moment en France. D'accord. Et depuis suffisamment longtemps pour qu'il y ait pas mal de mots qui aient eu le temps de rentrer en français. Voilà. Et donc, l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, des langues d'Afrique qui sont récentes dans l'argot, je pense que les gens entendent évidemment l'Afrique noire, parce que l'Afrique, enfin le Maghreb d'une manière générale, toute l'Afrique du Nord, il y a beaucoup de mots d'arabe et je pense même parfois de berbère qui sont déjà rentrés en français depuis longtemps, tu vois. Ouais, ok, je comprends. Et on a Stéphane qui demande pourquoi, enfin, est-ce que, pardon, les emprunts à d'autres langues sont corrélés à des aspects sociaux, économiques, politiques. En fait, comment ça se fait qu'il y a des mots qui passent d'une langue à l'autre? Comment ça se fait? Bah, effectivement, c'est tout à fait ça. C'est des aspects sociaux, économiques et politiques. Alors, il y a plusieurs façons d'emprunter. Il y a plusieurs types d'emprunts, si tu veux, dans les langues. Tu as des emprunts plutôt culturels et des emprunts plutôt intimes. Donc, ce qui s'appelle des emprunts culturels, globalement, c'est quand tu empruntes un objet, tu vas emprunter le mot qui le désigne dans la population où tu as emprunté cet objet, quoi. Typiquement, nous, quand aujourd'hui on utilise un objet qui a été fabriqué, démocratisé, vendu en premier aux États-Unis, bah, on va lui donner un nom anglais, on va lui garder son nom anglais parce que bah, c'est comme ça qu'il s'appelle. Tu vois, tout le monde appelle un iPhone parce que bah, ça s'appelle un iPhone aux États-Unis et que ça a été fabriqué là-bas. Tu vois. Ouais. Donc ça, c'est la première façon de faire des emprunts. Et la deuxième, c'est de faire des emprunts plutôt sur des bases intime, c'est-à-dire qu'en fait, ça permet de renouveler la langue. Et je pense que c'est aussi, j'imagine, ce que fait Aya Nakamura, si tu veux, c'est que tu utilises un mot emprunté pour utiliser quelque chose qui se démarque de la façon dont tu l'aurais dit normalement. C'est-à-dire qu'il existe déjà un mot dans ta langue de base, donc en français par exemple, mais tu vas utiliser un emprunt pour te démarquer comme quelqu'un de socialement proche, socialement ou économiquement proche de la langue à laquelle tu empruntes. Donc c'est une façon de te faire mousser, tu vois, de faire Ouais, retentir le bien sûr. prestige de la langue sur toi-même. C'est une façon de montrer que t'es jeune, que t'es dynamique, tu vois, c'est vraiment une façon de te rapprocher de la langue à laquelle tu empruntes. Donc, par exemple, en français, on a un mot pour dire un rendez-vous galant, ça s'appelle un rendez-vous. Donc, voilà, quand tu dis ce soir j'ai un rendez-vous, Ouais. a priori, personne ne se trompe sur la nature de ton rendez-vous, mais il y a beaucoup de gens qui vont aujourd'hui dire j'ai un date. Ouais. Tu vois. Donc, Ok. alors qu'il y a déjà un mot qui existe, mais tu le fais par besoin de prestige social, en te Ok. raccrochant du coup à une langue qui est elle-même prestigieuse socialement, et elle est prestigieuse socialement parce qu'elle est prestigieuse économiquement, politiquement, elle rayonne dans le monde, etc. Tu vois. Ok. C'est ce qui est assez ironique, c'est que dans certains pays anglophones, on va dire rendez-vous. Oui, bien sûr, c'est ça qui est... mais parce que faut pas croire que... Enfin, quand je disais que les emprunts, c'est tout à fait naturel,
C'est-à-dire que c'est allé dans tous les sens. Hein. Ouais, bah ouais. L'anglais massivement comporte énormément d'emprunts au français parce que à l'époque où l'anglais s'est constitué comme vraiment langue anglaise, bah, il y avait une grosse noblesse francophone, enfin ce qui était à l'époque du français et voilà, et donc c'est rentré dans la langue. Et puis le français a été une langue de prestige pendant très longtemps. Hein. Les cours d'Europe au XVIIe siècle parlaient français. Hein. Donc voilà, c'est pas parce que ce prestige fluctue et c'est pas parce que nous on le ressent pas qu'il n'est pas prestigieux ailleurs. Tu vois, le français c'est toujours une langue Ouais. de prestige dans pas mal de communautés. Hein. Il y a plein d'Américains par exemple très éduqués par exemple qui parlent français. Ok, je vois, ouais. Ok, je comprends. Ben, et du coup, question de Stéphane, est-ce que c'est le même mécanisme que l'utilisation d'un certain type de jargon dans un milieu ou dans un autre? Tu vois, par exemple, ben, dans les sciences, tu vas avoir un jargon que les non-scientifiques ne comprennent pas, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, après, ce mot peut passer dans le langage courant ou passer d'un milieu scientifique à un autre milieu scientifique. Et c'est aussi une forme d'emprunt, effectivement. C'est l'usage d'un mot qui existe déjà ailleurs dans un nouveau contexte linguistique. Donc, par exemple, un virus, au départ, c'était médical, et puis c'est devenu, ça a été aussi emprunté par le milieu informatique quand on a commencé à avoir quelque chose qui ressemblait à un virus. Tu vois. Donc Ah, oui, bah oui, c'est oui, ah oui, c'est exactement le vrai. même. C'est effectivement exactement le même processus et c'est généralement favorisé par la proximité. Donc là, la proximité culturelle avec l'anglais, mais la proximité géographique aussi avec toutes les langues qui interagissent sur un même territoire. Il ne faut pas croire qu'en français, qu'en France, on parle que français. Tu vois, évidemment, il y a beaucoup de gens qui parlent une autre langue que le français, parfois comme langue maternelle, parfois comme langue seconde. C'est beaucoup plus diversifié que ce qu'on veut bien nous faire croire. Et encore, nous, on est dans une situation qui est très particulière. La plupart des pays du monde ont en réalité plusieurs langues qui se côtoient sur un même territoire, et parfois même des locuteurs qui sont obligatoirement bilingues. Tu vois, c'est le cas par Ouais. exemple dans les pays arabophones. Les gens parlent l'arabe local, donc par exemple l'arabe égyptien, l'arabe libanais, etc. Et ils vont être obligés aussi de savoir parler l'arabe littéral parce que c'est la langue des informations, de la politique, de l'école, enfin de tous euh, les milieux prestigieux, si tu veux. Et puis, dans la famille ou avec les amis, tu vas parler la langue locale, si tu veux. Ok, je comprends l'idée, je comprends. Est-ce que tu me permets de prendre la voix de Jean-Jacques Bourdin pour faire la transition Vas-y. vers un sujet d'interview? Oui. Bon, donc il est plus ou moins parce que ça me fait mal à la gorge, hein, donc je suis un petit peu juste pour m'amuser, mais après ça me fait mal à la gorge. Bon, donc il est 19h46, vous êtes bien sur la chaîne de Baston Lagaffe dans l'émission Faut qu'on parle et nous sommes avec Mathilde Hutin qui est linguiste pour parler d'Aya Nakamura. Alors Mathilde Hutin, ce que vous dites est plutôt clair, mais alors pourquoi hein, moi je vois les Françaises et les Français dans la rue, je les entends. Pourquoi est-ce qu'on entend ici et là, parfois les politiques, les médias nous dire qu'Aya Nakamura ne sait pas parler, Mathilde Hutin? Alors je vais peut-être reformuler, c'est un petit peu long. Mais pourquoi est-ce qu'on entend que Ayane Kamura ne sait pas parler? Bah, comme je te disais tout à l'heure, je pense que c'est une critique qu'on lui adresse à elle en particulier, alors qu'en réalité, on pourrait l'adresser à beaucoup d'autres artistes. Tu vois, pour le coup, du coup, je suis allée écouter un petit peu ce qu'elle fait tout à l'heure. Et honnêtement, je n'ai pas trouvé son, sa façon de parler tellement différente. Après, j'ai pas écouté grand-chose, hein, mais j'ai pas trouvé ça tellement différent de beaucoup d'autres artistes contemporains. Donc finalement, ça s'est cristallisé sur elle d'une façon que je m'explique pas vraiment. Et les critiques qu'on lui fait et les éloges qu'on lui fait aussi hein, sont vraiment plus révélateurs d'une idéologie plus large. Et en gros, on dit qu'elle ne sait pas parler parce que, comme je te disais, je pense que la plupart des gens qui disent ça sont des gens qui sont très attachés à la norme et donc à la norme scolaire, hein, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, donc à la bonne façon de parler. Et, euh, et du coup, on va critiquer le côté innovant ou peut-être plus populaire, c'est-à-dire qu'elle parle pas, elle n'utilise pas dans ses chansons des paroles qui correspondent à nos normes inculquées à l'école.
Et donc c'est ça qu'on va critiquer en fait. On va critiquer plutôt un usage assez libéral de la langue plutôt que... et les gens qui l'encensent, inversement, ils vont encenser le côté... euh, comment dire, innovant, tu vois, Ouais. Très libre en fait, très c'est ça. flexible, Ouais. très mouvant, voilà, le fait qu'elle utilise des trucs, voilà, mais finalement, c'est pour refléter finalement une certaine idéologie de la langue, je pense qu'il y a peu de choses à voir finalement avec Aya Nakamura en particulier, quoi. Mais en même temps, tu vois, j'ai l'impression que. Alors, c'est peut-être une impression, hein, mais que les gens qui vont. Notamment ceux qui la critiquent, vont. En fait, quand on dit elle sait pas parler français, on n'a pas conscience, je pense, que de cette histoire de normes, de libéral, tu vois. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que les Français ont un rapport au français, à leur langue, qui est très singulier. J'ai l'impression que tous les débats qu'on a, nous, les autres langues ne les ont pas ou moins, tu vois. Alors c'est vrai qu'en France, on a très régulièrement des débats de cet ordre-là sur la langue, hein. On entend très souvent ah, machin, il sait pas parler français, alors que évidemment qu'elle sait parler français. Je veux dire, ça fait pas impliquer qu'elle est francophone. Enfin, je veux dire, il suffit de l'entendre chanter ou même parler pour voir elle parle français. C'est sa langue. Elle le parle, quoi. Donc ça, c'est pas. Mais quand on dit elle sait pas parler français, ce qu'on veut dire, c'est elle sait pas parler le français correspondant à la norme inculquée à l'école. Voilà, parce qu'elle a un usage qui est très éloigné de la norme qu'on nous enseigne à l'école. Et ce rapport à la norme, en France, c'est vrai qu'il est très spécifique et il s'applique à Aya Nakamura, mais il s'applique à plein d'autres sujets. Tu vois, les gens qui ont un accent, donc typiquement un accent, c'est un écart par rapport à une norme. En France, il se trouve que l'accent, il est par rapport à la norme parisienne, c'est-à-dire ou le français dit standard, c'est-à-dire plutôt le français qui est parlé dans la moitié la demi-moitié nord de la France qui est autour de Paris et jusqu'à Tours, si tu veux. C'est une sorte de grosse zone géographique. Donc voilà, ça c'est la norme. Et puis après, tous les gens qui ont des accents qui viennent d'ailleurs, c'est considéré comme un écart à la norme. Donc cette fois-ci plutôt au niveau des sonorités de la langue, tu vois, mais ça reste considéré comme un écart à une certaine norme. Tu vas l'avoir donc dans l'usage du vocabulaire, c'est le cas d'Aya Nakamura. Tu vas l'avoir dans certains traits de grammaire, par exemple le fait de dire aller au coiffeur. Euh, en réalité, dans la région lyonnaise, par exemple, c'est tout à fait acceptable. C'est la façon dont on parle. Ok. Mais c'est juste que s'oppose à une certaine norme. Après, donc, ces débats, ils sont très présents en France, c'est vrai, mais ils ne sont pas du tout spécifiques à la France et aux Français, hein. C'est des débats que tu trouves en réalité partout. Pour le coup, comme j'aime bien les langues et la linguistique, je suis inscrite sur pas mal de groupes de mèmes ou de trucs humoristiques sur les langues sur Facebook. Tu en as beaucoup qui sont anglophones et tu retrouves exactement le même genre de, de blagues sur les gens qui n'acceptent pas l'écart à la norme, mais du coup de gens qui viennent des États-Unis, Ouais. voilà. Donc en fait, c'est quelque chose qu'ils rencontrent aussi chez eux, tu vois. Donc Ouais. c'est pas du tout, c'est vraiment très répandu. D'une manière générale, quand tu es dans des endroits où il y a un très fort attachement à la norme et aux institutions qui légifèrent un peu tout ça, tu vois. Ok. Et par exemple, en Corée, tu as l'équivalent de notre Académie française. Tu vas avoir une institution qui, par exemple, pour chaque emprunt à l'anglais, et il y en a vraiment beaucoup, va te proposer un mot bien coréen à utiliser de préférence, quoi. D'accord. Mais ça empêche pas les anglicismes, hein. Il faut quand D'accord. même un anglais, mais tu vois, tu as quand même ce genre de truc aussi. Et là-bas aussi, c'est un sujet de société, quoi. D'accord, oui, parce qu'effectivement, alors là, on a Nono qui le rappelle dans le chat, et c'est vrai que, tu vois, genre, moi je viens du sud, j'ai grandi dans le sud, vers Nice, pendant plus de 20 ans, du coup, et ça fait 2 ans que je suis en Alsace. Et du coup, moi, pour la boisson, le vin, Mm, ben moi j'appelle ça du vin, tu vois. Et ici, mm, ici, on dit du vin, et on se moque de moi quand je dis vin. Et on me dit, ah non, le vin, ça se boit. Euh, et effectivement, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'écarts, en fait, qui se font. mm. Et en même temps, tu vois, comme tu disais, ça concerne, tu as dit, la moitié de la région nord. Et du coup, en quoi est-ce que c'est une norme si ça concerne peu de monde? Non, en fait, c'est un peu compliqué. Encore une fois, je ne suis pas la meilleure personne pour en parler. Je pense qu'une personne qui t'en parlerait mieux que moi, c'est Lyokoi, Oui. qui est sur Twitter aussi et qui a une petite chaîne YouTube. Euh,
Et en fait, ce que j'appelais la norme, en fait, ce qu'on appelle le français standard, c'est globalement un français qui va être essentiellement parlé dans la région parisienne. C'est parce qu'au départ, ce qui a donné le français standard aujourd'hui, c'est la variété, c'est la langue parlée par le roi, d'accord, et la cour du roi. Qui donc était basée à Paris au départ et qui bougeait pas mal, hein, mais donc en fait ça vient un peu de là et tu as cette notion que le français, ce qu'on appelle le français parisien, mais il y a un accent parisien aussi, hein, mais c'est juste que du coup c'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait la distinction entre français parisien et français standard. Ce qu'on appelle le français standard finalement c'est ce français qu'on va entendre par exemple, dans toutes les situations un peu où tu vas polir ton langage, donc typiquement à la télé, aux infos à la télé, ce genre de choses, tu vas avoir un français plutôt standard, tu vois, représentatif d'une sorte d'objet idéal Ouais. qui est le français. Même si maintenant ça commence à évoluer, hein, évidemment, parce que tu commences à avoir des gens qui ne gomment plus forcément leurs accents quand ils parlent à la télé. Hein. On en a un exemple tout récent avec notre Premier ministre qui a un accent et qui ne s'en cache pas, tu vois, qui ne le gomme pas. Alors, il le gomme peut-être un peu, j'en sais rien, je ne sais pas comment il parlait avant, mais du coup, ça tend à évoluer, évidemment, et le français standard, c'est évidemment une abstraction plus qu'autre chose, hein, mais c'est, disons, une sorte de point de référence pour ensuite parler des différences, des écarts que tu trouves avec ce point de référence. D'accord. Et du coup, c'est intéressant parce que, tu vois, là, moi, quand je parlais des écarts avec, tu vois, j'ai pris l'exemple de 20 et 20. Et finalement, ton explication a terminé sur l'accent. Du coup, est-ce que parler une langue, ça comprend l'accent? Parce que c'est vrai que Jean Castex, j'ai l'impression que c'est un peu le premier homme politique important, enfin, qui a beaucoup de pouvoir, qui assume son accent. Enfin, qu'il assume, même s'il il l'a un petit peu gommé quand même, depuis quelques mois. Enfin, entre ses premiers mois et maintenant, il est un peu gommé. Mais il y a quand même un accent qui sort. Alors que jusque-là, le premier vraiment homme politique qui a un accent qu'il assume et qu'on entend bien, c'était Jean Lassalle, dont on s'est beaucoup moqué, entre autres, pour ça. Du coup, est-ce que avoir un accent ou non, enfin, tu vois, est-ce que tout ça, c'est inclus dans parler la langue, parler français? Ah, bien sûr. Bah, tu sais, moi, je suis phonologue, hein, donc clairement, la façon dont tu prononces, pour moi, c'est évidemment, ça fait partie de la langue. Et ça fait partie de la langue pour tout le monde. Je veux dire, c'est évident que tu vois, quand on dit, ah bah, quand tu dis que quelqu'un a un accent, tu fais une réflexion sur sa langue, tu vois. Ouais. Donc, c'est évident que la façon dont les gens prononcent, ça fait partie de la langue. Euh, mais effectivement, jusqu'à présent, on voyait pas trop d'écart à la norme à la télé, etc. Mais ce dont il faut bien garder conscience aussi, c'est que je parle de normes, mais en fait, le point de référence des gens, il peut évoluer. Tu vois, moi, j'ai des amis qui sont arrivés à Paris assez tard après leurs études et tout, et qui donc ont encore un accent. Et en fait, ils ont un accent pour moi, mais pour eux, c'est moi qui ai un accent. Ouais. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et quand on dit que il a un accent canadien, bah, pour les Canadiens, on a un accent parisien, tu vois, ou on a un accent français. Oui, ok, je comprends. Donc Et, c'est une notion qui est extrêmement relative, hein. C'est difficile de parler d'accent, tu ouais, bien vois. sûr. Donc en fait, en linguistique, on va plutôt parler de variété. Tu vois, on va dire dans la variété méridionale du français, donc tout le français qui est parlé plutôt dans le sud, français méridional, ça va s'opposer à d'autres variétés de français. Voilà, et après, en fonction de la granularité que tu veux, tu vas préciser la zone géographique exactement où c'est parlé. Voilà. Quand tu parles de prononciation ou de régionalisme, là-dessus, il y a tous les travaux, pour le coup, très accessibles, hein, qui sont faits pour être plus un peu de la vulgarisation aussi que du travail purement académique. C'est les petits livres qui sont sortis par Mathieu Avanzi, tu sais, avec toutes ces cartes. Oui, oui. Tu as des cartes de la France, et puis alors parfois c'est un mot. Donc, par exemple, un mot qui n'existe que dans une région et puis qui n'existe pas du tout ailleurs. Et puis, tu as des couleurs qui te montrent où est-ce que c'est dit comme ça et où est-ce que c'est utilisé, où est-ce que c'est pas utilisé. Mais tu as aussi des cartes avec des prononciations. Tu vois, du type où est-ce qu'on dit persil et où est-ce qu'on dit persil. Incroyable. T'as pas que des mots particuliers, Ok, tu as aussi des prononciations. C'est assez marrant. d'accord. Ok, C'est ouais, je sympa. vois. Je vois. Il y a un groupe, il y a un compte Instagram qui est assez fourni, tu vois, avec ce genre de cartes. Voilà, pour ceux qui ont Instagram, c'est marrant. Ah oui, et ce compte, est-ce que c'est le français de nos régions?
Si, c'est ça, ouais. Ok, ouais, voilà. Donc sur Facebook et sur Instagram, si ça vous intéresse, Oui. vous avez le compte Le français de nos régions, qui est super intéressant effectivement parce qu'il y a plein de petits documents et d'images qui montrent un peu les différences entre les régions. Dans le chat, on a Warvel qui nous dit je trouve qu'on perd l'accent en grandissant. Donc je trouve con, je trouve dommage, j'imagine. Est-ce qu'on perd l'accent? Est-ce qu'on perd vraiment l'accent en grandissant parce qu'on grandit? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a d'autres facteurs Euh, alors en fait, ça dépend ce que tu entends par en grandissant. Est-ce que c'est le fait que au début, tu as t'as une production en fait, les enfants, au début, leur groupe social avec lequel ils apprennent à parler, c'est les parents. Donc, ils vont avoir forcément une langue qui est plutôt proche de celle des parents. Et puis après, ils vont commencer à être scolarisés, et donc leur langue, elle va plutôt se rapprocher de leur père, donc les autres enfants de leur âge. Et donc là, ça va évoluer, ils vont avoir un usage différent. Donc, est-ce que c'est lié au fait que, du coup, tu as des parents qui ont un accent, et tu te retrouves dans une communauté où il y a un accent qui est beaucoup moins fort? Est-ce que c'est lié au fait que, d'une manière générale, on a tendance, enfin, les accents ont peut-être tendance à se gommer d'une manière générale, tu vois, enfin, avec le fait qu'il y a la radio, la télé, etc., qui est souvent dans une langue plutôt standard. Euh, du coup, les gens entendent ça aussi, et donc ils vont, enfin, tu vois, l'accent fait moins, enfin, t'es moins soumis à des inputs, à de la parole autour de toi qui est que avec de l'accent. Donc en fait, tu, l'accent se perd d'une manière générale. Tu vois, je sais pas si je suis Ouais. claire. Ouais, en fait, Disons qu'il se perd pour tout le monde. Tu vois, ouais, je d'une manière comprends. générale en Je France. comprends. Est-ce que ça s'homogénéise? Tu vois, est-ce que notre façon de parler s'homogénéise? Ou est-ce que c'est des personnes individuelles voilà, je sais pas trop. Après, il y a des gens qui sont très fiers de leur accent, enfin qui sont fiers, en tout cas qui sont conscients qu'ils parlent un français différent du français standard et qui en sont très fiers. Euh, et c'est très facile en fait de prendre l'accent, tu vois. Des gens qui parlent, qui partent vivre au Canada, par exemple, tu as plein de témoignages de gens qui partent vivre au Canada et qui se retrouvent au bout de 1 ou 2 ans à avoir, sinon pris l'accent, comme on dit, ils ont au moins chopé des mots, il y a certaines prononciations qui leur échappent, tu vois, Ouais. et en fait, tu ne peux pas t'empêcher de mimer d'une certaine façon ton interlocuteur. Tu vois, tu te mets à son niveau. Oui, ça revient un petit peu à ce qui avait été dit tout à l'heure dans le chat. Il y a une forme de mimétisme quand tu parles et qui s'applique aussi à l'accent, en fait, j'imagine. Ah oui, Euh, bien sûr. C'est un phénomène d'ajustement quand tu dialogues avec quelqu'un, donc tu as d'ajustement. Donc en fait, moi, quand je parle avec toi, je vais m'ajuster à ta façon de parler, toi, tu vas t'ajuster à la mienne. ouais, Mais si je parle avec quelqu'un d'autre tout à l'heure, bah, je vais m'ajuster à sa façon de parler, lui à la mienne. Et en fait, notre façon de parler va pas être exactement la même que entre nous deux, par exemple, tu vois. ok, Ça, ouais, c'est évidemment euh, tout à fait courant. Et bon, il y a aussi d'autres paramètres, notamment la situation de parole. Tu vois, là, nous, on est dans un entretien, pas complètement formel, mais un petit peu. Il y a ouais. des gens qui nous regardent, etc. Si je parle dans la sphère privée à un ami, je vais pas parler de la même façon qu'avec toi ou qu'avec le directeur de mon laboratoire. Tu vois, enfin, évidemment, notre façon de parler s'adapte à la situation et aux personnes avec qui tu parles. Ouais, bien sûr. Et il y a une réflexion que je me fais euh, par rapport à ce que tu dis là. Alors, tu me dis, donc je parle toujours sous ton contrôle, hein, tu me dis si je suis dans le vrai ou pas. Mais tu vois, en fait, on a un peu toujours cette image de les derniers gens qui ont un accent régional, c'est les personnes âgées, tu vois. On parle toujours des anciens, tu sais, Mmh. dans les villages. Chez nous, à Nice, enfin là où j'habitais avant, du coup, c'est un peu le cas. C'est-à-dire plus personne ne parle Nissart, sauf les vieux qui sont dans les villages, dans l'arrière-pays niçois, tu vois. Et dans l'Alsace, c'est un peu moins le cas, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. C'est-à-dire que plus tu es âgé, plus tu vas parler typiquement alsacien, plus que les jeunes. Et du coup, j'ai l'impression que c'est aussi lié, ben voilà, vu que tu parlais des déplacements des communautés avec lesquelles on parle, il y a la mondialisation, il y a le fait que nous, on se déplace beaucoup plus qu'avant, on est beaucoup moins euh, sédentaire qu'avant, peut-être, Mmh. tu vois. Oui, ça, c'est sans doute un facteur aussi. Après, il y a beaucoup de facteurs, je pense, qui entrent en jeu. Tu vois, typiquement, tu dis les anciens, par exemple en Alsace, etc. Toi, ce que tu perçois comme un accent, est-ce que c'est pas aussi le fait que le français n'est pas forcément leur langue maternelle?
est-ce que c'est pas aussi parce que leur langue maternelle, c'est l'alsacien, c'est-à-dire la langue, c'est une langue qui est plutôt une langue germanique, hein, qui ressemble beaucoup plus à l'allemand Ouais. qu'au français. Et donc, en fait, quand ils parlent français, ils ne sont pas en train de parler une langue maternelle. Ils sont en train de parler, enfin, si, c'est leur langue maternelle, mais qu'ils ont acquise un peu plus tard que la langue de leurs parents, parce qu'ils l'ont acquise en allant à l'école, tu vois. D'accord, je Il y a vois. en fait, il y a plein de problèmes parce que est-ce que c'est parce qu'on bouge plus d'une manière générale, donc tout s'homogénéise? Est-ce que c'est parce qu'on a plus accès à du contenu déjà homogénéisé, donc avec la télé, la radio, les séries télé, ce genre de choses? Ou est-ce que c'est parce que aussi on a perdu un certain rapport aux langues régionales, tu vois? Ouais. Euh, Enfin voilà, c'est une quantité de facteurs et honnêtement, je suis incapable de dire Ouais, bien sûr. lequel Quel facteur est pas prédomine, ou majoritaire même s'il y en a il y en a sans doute qui manquent dans ma liste et auxquels j'ai pas pensé, et il y en a peut-être que j'ai cités qui en fait n'ont pas d'effet, tu vois, j'en sais rien, mais Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, il y a un et- ensemble de facteurs qui expliquent ces changements d'accent. oui, Ouais. oui, Et bien sûr, mais de toute façon, la langue elle évolue, hein. L'accent de nous, comment on parle, c'est évident que c'est pas le même des gens de notre âge il y a 50 ans, et les gens de notre âge dans 50 ans parleront pas pareil non plus, tu vois, ça c'est les phénomènes d'évolution linguistique, elles passent aussi par la phonétique, tu vois, la phonétique historique, donc comment les sons évoluent doucement, et au final ça provoque des changements vraiment dans le vocabulaire, vraiment profond. ouais. Mais ça, c'est tout à fait normal, hein. Bah justement, C'est-à-dire que la langue, elle continue à être parlée, c'est plutôt bon signe, tu vois. Ça veut dire qu'elle ouais, n'est pas ouais. morte. Oui, effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est un marqueur de vitalité. En fait, une langue qui évolue, c'est une langue qui en fait est encore vivante, quoi. Exactement. Ok. Ah oui, ça, oui, ça, clairement. Une langue qui évolue plus, c'est qu'elle est plus parlée, parce qu'en fait, c'est en parlant que la langue évolue, tu vois. C'est Ouais. parce que bah, y a des gens qui ont besoin d'argot pour se comprendre entre eux, pour avoir un sentiment de communauté. C'est en parlant qu'on va produire des sons un petit peu différemment, puis que dans le temps, ces différences de prononciation vont s'entériner, vont devenir des vraies évolutions linguistiques, phonétiques. Voilà, c'est en parlant, c'est en utilisant la langue, de toute façon, elle est obligée d'évoluer. Donc en fait, si tu constates qu'une langue, elle évolue plus du tout, bah, c'est qu'en fait, elle a arrêté d'être utilisée, quoi. Ouais. C'est parce qu'elle a arrêté d'être utilisée. Ok. Ouais, je vois. On y reviendra justement sur la question du futur du français. Là, on a un témoignage sympa de Sunomis. Et bonsoir, Sunomis. Qui nous dit: Quand je suis retourné vivre dans ma ville natale à plus de 30 ans, ça a été un plaisir de réentendre cet accent. 2 ans plus tard, je ne l'entends même plus. J'imagine que j'ai dû le reprendre aussi. C'est intéressant tu vois, ce Mm. mouvement en fait des accents. Tu vois, effectivement, si tu pars de ta ville natale, tu reviens longtemps après. Là, tu vois, là, on est en Alsace depuis 2 ans. Et maintenant, ma copine entend l'accent marseillais de son père. Et avant, elle ne l'entendait Oui. pas. Et maintenant, elle s'en rend compte, tu vois. Oui, bien sûr, mais en fait, parce qu'elle a acquis une nouvelle variété, tu vois. Et du coup, bah, elle perçoit les différences entre les deux variétés Ouais. qu'elle maintenant elle maîtrise. Alors qu'avant, quand tu n'as qu'une seule variété, bah, tu n'as qu'un seul point de référence. Et donc, c'est difficile de pouvoir comparer, tu vois. Oui, oui, Tu vas oui. entendre ce qui est différent, mais tu vas pas entendre la différence par rapport à ta propre variété, tu vois. Quand tu as, un accent, quel qu'il soit, tu l'entends pas jusqu'à ce que tu sois familiarisé avec une autre variété qui fait que tu sais enfin, tu vois, tu connais l'écart de ta variété première par rapport à, à Voilà. une autre variété. Ouais, que tu viens de découvrir, quoi, d'acquérir. Ok. Ça. Je fais une dernière petite transition, un dernier petit coucou parce qu'il est 20 heures passées. Pour les gens qui nous rejoignent, qui ont fini de manger peut-être, eh ben, bienvenue si c'est le cas. Sunomis, j'espère que tu es au chaud depuis tout à l'heure, tu es bien installé. D'ailleurs, j'ai fait des nouvelles commandes. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout en haut de l'écran, là vous avez le petit point d'exclamation Discord pour avoir le lien du serveur Discord où on peut continuer à discuter du coup après l'interview, c'est le but, hein, en dehors du stream. Et un petit point d'exclamation type si vous voulez me payer un café. Voilà. Vous pouvez en toute liberté. Vous pouvez aussi ne pas le faire, bien évidemment. Moi personnellement, je ne l'ai jamais fait. Voilà. Euh, Mathilde, tu vois, Oui. là on parlait de politique tout à l'heure. Pourquoi est-ce que la question de la langue, elle est si politiquement
engageante. Tu vois, pourquoi est-ce que tout le monde s'engouffre dans la brèche? Pourquoi est-ce qu'on a des députés qui viennent dire waouh, formidable, Aya Nakamura, vraiment, ce qu'elle apporte à la France, elle fait rayonner nos expressions. Pourquoi est-ce qu'ils sont. Alors qu'en fait, ils pourraient dire on s'en fout, c'est pas notre terrain. Pourquoi est-ce qu'elle est si engageante? Pourquoi est-ce que tout le monde en parle? Alors là, il y a plein de réponses. Il y a au moins deux réponses importantes. La première, c'est que la langue, tout le monde la pratique, hein, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une langue vocale, une langue signée, enfin, à Ouais, moins d'avoir une pathologie très importante, tout le monde pratique le langage, ouais, tout le d'accord? monde parle. Voilà, tout le monde parle. Donc forcément, c'est très lié à tes habitudes, à ta vie de tous les jours, à ton quotidien et à ta façon d'interagir avec autrui. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement personnel, extrêmement intime. Et par-dessus ça, c'est, comme je disais tout à l'heure, tu vas pas parler de la même façon selon que tu es avec des proches ou avec des gens qui te sont plus éloignés professionnellement, ou, etc. Donc, la façon dont tu vas parler va revêtir un caractère social, évidemment, et identitaire. Donc, évidemment, quand on s'intéresse à ta façon de parler, il y a tout de suite une dimension identitaire qui fait surface. D'accord? Ça, c'est vraiment humain et ça arrive tout le temps, tout le temps. Ouais. Quand on critique la façon dont certaines personnes parlent, tu critiques quelque chose qui leur est très intime. Donc, tu vois, c'est violent, quoi, du coup. Oui, c'est Euh, c'est marrant parce on dirait pas on dirait pas, enfin tu vois, vu de l'extérieur, effectivement, je pense, peut-être que je me trompe, hein, vous me dites si je dis n'importe quoi, mais j'ai l'impression que cette dimension intime, c'est pas quelque chose qu'on saisit en fait. Effectivement, maintenant que tu le dis, c'est vrai, mais on s'en rend pas compte, j'ai l'impression que c'est assez inconscient. non, on s'en rend pas compte parce qu'on a cette notion de norme policée qui fait qu'on devrait tous parler pareil. Ouais, Alors qu'en fait, évidemment, pas du tout. Et par-dessus ça, tu as le fait que euh, il n'y a pas que la façon dont je parle, mais la langue que je parle. Tu vois, évidemment, le fait. Enfin, tu vois, on a un peu cette notion, surtout en France, mais c'est valable ailleurs aussi, hein, que la langue que tu parles, c'est très lié à la nation dans laquelle tu as grandi. Tu vois, la langue française, c'est la langue de la nation, quoi. C'est vraiment. Il y a un peu cette alliance qui est faite. Et du coup, tu vas avoir tendance à faire l'amalgame entre les deux. Et du coup, à être parfois, il y a certaines personnes qui sont fières de là où elles viennent. Et du coup, fières de la langue qu'elles parlent parce qu'elles viennent de ce coin-là. ok. Tu vois. Donc par exemple, les gens qui sont indépendantistes, qui sont régionalistes ou ce genre de choses, souvent, ils sont très fiers de leur langue et ils apprennent leur langue régionale. Tu vois. Ok. Oui, effectivement, ben, on pourrait prendre l'exemple en Espagne avec la Catalogne qui veut redevenir indépendante et le catalan qui est une langue à laquelle beaucoup de gens tiennent. Bien sûr, et qui est la langue maternelle de beaucoup de gens. Pour le coup, il Ouais. y a une grosse. Effectivement, c'est exactement ce qui se passe à ce niveau-là, et on en a plein d'exemples à plein d'égards, tu vois. Enfin, vraiment, ça se voit un peu partout. Et par contre, l'autre raison pour laquelle il y a un peu cette récupération des questions linguistiques par les politiques notamment, c'est que bah justement, il y a cette relation un peu fantasmée entre langue et nation, et que bah en fait, si ta langue est visible à l'étranger et qu'elle est utilisée à l'étranger, ça permet aussi de faire rayonner ta propre économie, ta propre. Donc c'est pas pour rien euh, qu'il y a eu tout ce, je sais plus comment ça s'appelait, c'était une concertation citoyenne autour de la francophonie, que la francophonie est aussi active dans le monde, c'est parce qu'il y a un intérêt politique et économique derrière Ouais. qui est très important, tu vois, d'avoir du français dans plein d'autres pays, d'avoir beaucoup de français en ligne aussi sur Internet, on n'y pense pas, mais les langues qui sont présentes sur Internet, c'est des langues qui sont vouées à être plus prestigieuses, et malheureusement, les langues qui n'y sont pas, c'est des langues qui vont malheureusement probablement disparaître, tu vois. Ok, je comprends. Et comment une langue disparaît? C'est quand elle est plus du tout parlée? Alors, on a une vidéo à ce sujet sur sur notre chaîne, Ok. mais oui, globalement, une langue, elle arrête, c'est quand elle arrête d'être parlée. Euh, mais c'est une question qui est un petit peu difficile à cerner parce que tu as plusieurs façons d'arrêter de parler une langue.
tu peux continuer à parler ta langue et un jour constater que l'état de langue actuel, eh ben, il ressemble plus du tout à l'état de langue d'il y a 100 ans ou 1000 ans. C'est ce qui se passe avec le français, où finalement, ça n'a plus grand-chose à voir avec notre ancêtre attitré, le latin, mais aussi avec toutes les langues, les autres langues avec lesquelles les latins s'est mélangé. Donc voilà, mais pour autant, le latin n'a pas arrêté d'être parlé. Ok. Il a juste évolué. Donc d'une certaine façon, tu peux dire que le latin n'est pas mort. Par contre, une langue qui est vraiment morte, c'est une langue où il n'y a pas eu d'évolution et tous les locuteurs ont arrêté de la parler, soit parce qu'ils ont été intégrés dans des populations qui parlaient d'autres langues. Ça a été le cas de pas mal de populations amérindiennes notamment, hein, qui sont retrouvées, qui de nos jours sont obligées de parler anglais ou espagnol ou brésilien parce que c'est la langue qui va leur permettre d'évoluer socialement, tu vois, d'avoir une chance de survivre. Et l'autre raison pour laquelle, qui est presque encore plus dramatique pour les locuteurs de ces langues, c'est qu'en fait, ils se sont tous fait zigouiller. Et ça a aussi été le cas, malheureusement, de plein de langues des Amériques, Oui, effectivement. où globalement, tout le monde est mort, Ouais. sans transmettre sa langue. La langue n'est plus transmise, et donc elle arrête d'être parlée, et donc elle est morte. Ok. Et c'est encore pire dans les cas des langues qui avaient une tradition exclusivement orale, et où du coup, tu n'as même pas de traces de ce à quoi ça pouvait ressembler, quoi. Ok. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc, oui, et bah oui, en fait, enfin, effectivement, j'imagine assez facilement que les linguistes qui veulent s'intéresser à une langue d'une tribu indienne ou tu vois, dans une forêt quelconque quelque part dans le monde, enfin, ça peut être très compliqué si c'est une langue qui était seulement. Parce que j'imagine qu'il y a des langues qui sont seulement orales. Est-ce qu'il y a des Ah, langues qui sont jamais ah, écrites? bien sûr, c'est même le cas de la majorité des langues. Dans le monde, on estime qu'il y a environ, selon la façon dont tu comptes ce que c'est qu'une langue, hein, parce que ça c'est aussi une question très difficile à répondre, on estime qu'il y a entre 6 000 et 8 000 langues dans le monde. Ah ouais. Sur ces 6 000 ou 8 000, il y en a énormément qui n'ont pas du tout de tradition écrite, parce que c'est des langues qui n'ont pas forcément un accès à l'éducation. Enfin, tu vois, alors après, tu as des langues qui ne sont pas écrites, même avec un accès à l'éducation. Hein, tu as des traditions orales qui sont très, très fortes, très vivantes, etc. Hein, mais malheureusement, tu as une très grande partie des langues qui ne sont pas du tout écrites. Et le jour où elles vont disparaître, ben, si elles n'ont pas été documentées avant par des linguistes ou au moins enregistrées, tu vois, avec de la vidéo et du son, on n'aura plus rien, on n'aura plus aucune trace de ces langues. Et donc, il y a tout un corps de linguistes qui font du terrain, qui vont au fin fond de l'Amazonie, tu vois, qui font je sais pas moi, 12 heures d'avion, arriver sur place, ils doivent refaire 12 heures de bus, et puis après, ils doivent finir 3 heures à pied pour arriver dans un village où on parle une langue bien spécifique, et eux, c'est cette langue qu'ils veulent étudier, et en gros, ils passent un certain temps chez eux, et ils étudient comment ces gens parlent, Ouais. et ils essayent de documenter un maximum. Sur Twitter, il y a quelqu'un qui a fait ça dans sa thèse, qui s'appelle Joe Rangel, son pseudo, qui a fait ça sur une langue d'Amérique du Sud. Et il y a un linguiste français, mais qui habite aux États-Unis, qui fait ça sur une langue d'Afrique qui s'appelle le Lahal, qui est une langue très spéciale parce que c'est ce qu'on appelle un isolat linguistique, c'est-à-dire que c'est une langue qui n'a pas d'autres membres dans sa famille de langue. C'est un peu comme le basque, par exemple. Tu vois, le français, c'est de la même famille que l'italien, l'espagnol et tout. Et ben, le Lahal, c'est une langue qui n'a pas de sœur, quoi, qui n'a pas de langue sœur, si tu veux. Ok. Et lui, il étudie cette langue en particulier, et je parle de lui parce qu'il y a eu un documentaire qui s'appelle « Et si Babel n'était qu'un mythe », qui le suit en fait pendant un de ses terrains en Afrique. Et c'est très très intéressant de voir comment il fait. Il va sur le terrain des fois avec des gens, il va dans la forêt, puis il demande, je suis pas sûre qu'il y avait de la forêt, mais enfin bon, il va dans la nature, et puis il dit, ah bah ce truc-là, comment ça s'appelle? Parce que tu as des espèces de plantes ou d'animaux qui n'existent pas, tu vois, pour lesquels même nous, on n'a pas forcément un mot, tu vois. Il y a un mot scientifique, il y a un nom scientifique, mais il n'y a pas forcément de mots courants. Donc il fait son terrain comme ça, et puis il a aussi des logiciels spécifiques où il faut poser les bonnes questions pour mettre au jour les bons phénomènes linguistiques qui t'intéressent, pour pouvoir les étudier, pour pouvoir les tester, etc. Donc c'est très complexe. Hein. Ouais, ça va être super complexe, c'est ce que j'allais dire, ça va être une machine. Et puis alors ça, pour le coup, c'est un sacerdoce, hein, parce que du coup, tu pars pendant plusieurs mois,
tu vis avec les gens et ils ont parfois des coutumes ou des usages qui sont très différents des tiens, tu vois. Par exemple, donc Antoine Launay, ou Lyonnais, je sais plus comment il s'appelle, qui est parti en Afrique dans cette communauté qui parle le Lahal, il disait c'est très impoli pour les gens là-bas de laisser les gens tout seuls. Donc en fait, pendant tous les mois où il a été sur place pour étudier la langue, on ne l'a jamais laissé tout seul. Ah ouais. Alors que pour nous, on aurait tendance à penser que c'est une forme de politesse de laisser les gens se reposer tout seuls, de prendre le temps pour eux, d'être, tu vois. Ouais. Et quand t'aimes la solitude, ça peut être dur à vivre, tu vois. Ouais, bien Et sûr. ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais t'as plein de différences culturelles comme ça qui peuvent être difficiles. Voilà, à ce niveau-là, il y a un côté vraiment anthropologue qui est vraiment. C'est vraiment difficile comme façon de travailler. Mais c'est très utile parce que sinon, c'est des langues qu'on risque de perdre. Euh, et malheureusement à une vitesse très importante. Hein. Il y a beaucoup de langues qui meurent au quotidien finalement. Hein. D'accord, oui, je vois. Bonsoir, Judaïm. Eh ben écoute, c'est dommage que tu arrêté une partie de l'interview, mais j'espère que tu vas bien. Installe-toi bien au chaud. On est bien. Avec Mathilde Dutin, on parle de linguistique, de langue, d'Ayana Kamura, de tout ça à la fois. Mathilde, tu disais que beaucoup de langues vont mourir. Est-ce que le fait que, tu vois, là en ce moment, enfin quand je dis en ce moment, c'est depuis peut-être 10 ans, 20 ans, on râle beaucoup sur les anglicismes, beaucoup de mots anglais, il y en a de plus en plus. Euh, est-ce que ça, c'est deux phénomènes que tu pourrais associer ensemble? Beaucoup de langues qui meurent et l'anglais qui devient prégnant dans beaucoup de langues. Est-ce que c'est deux choses qui peuvent avoir un rapport ou pas du tout? Alors non, je pense pas. En fait, pour moi, une langue qui emprunte, c'est pas une langue qui est en train de mourir. C'est une langue qui, au contraire, se redynamise. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que une langue qui emprunte, par exemple le français qui emprunte, il emprunte parce qu'il a besoin de renouveler son vocabulaire, ou bien il emprunte des objets, hein, comme on a dit tout à l'heure, et, euh, et du coup, en fait, elle a besoin de ces mots pour pouvoir continuer à survivre, tu vois, pour pouvoir continuer à être utilisée de façon adéquate avec le monde qui l'entoure. Ouais. Donc, en fait, c'est sa façon de survivre, elle évolue, elle s'adapte, en fait, elle s'adapte à la situation. Euh, c'est pas la même chose que, par exemple, des populations qui s'arrêtent complètement de parler leur langue pour ne parler que la langue de prestige. Tu vois, c'est pas comme si en France on s'arrêtait complètement de parler français pour tous parler anglais. C'est pas Ouais. du tout ça qui se passe, d'accord. Donc à ce niveau-là, le français est pas du tout en danger, du tout. Puis en plus, le français il est pas parlé qu'en France, loin de là. Il est parlé dans une bonne partie de l'Afrique, il est parlé en Amérique du Nord. Donc il y a vraiment, il est parlé ailleurs en Europe. Donc il y a vraiment, le français est pas du tout en danger. Moi, je m'inquiéterais pas pour lui. Mais structurellement, le fait d'emprunter et le fait d'arrêter de parler une langue pour parler la langue de prestige, c'est deux rapports à une langue de prestige qui sont complètement différents. Ok. D'accord. Ouais. Emprunter, c'est pas ça qui va faire mourir ta langue. C'est arrêter de l'utiliser qui va la faire mourir, pour une quelconque raison. D'accord. Et ça, enfin, j'imagine que oui. Du coup, je pose la question un peu naïvement pour que tu développes ensuite, mais enfin, ça arrive souvent que les gens arrêtent de parler une langue. Bah ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a malheureusement plein de situations, notamment des situations de conflit ou des situations voilà, de mondialisation, de choses comme ça, qui font que bah, il y a des populations qui se retrouvent en sous-nombre et qui ne peuvent pas continuer à évoluer confortablement Mhm. sans s'adapter. Et donc en fait, tu as par exemple pas mal de populations en Amérique du Sud qui arrêtent de parler leur langue historique, si tu veux, pour se mettre à parler l'espagnol ou le brésilien, le portugais brésilien, parce que c'est la langue qui va leur permettre de faire du commerce avec D'accord. d'autres populations, c'est la langue qui va leur permettre de trouver un travail, de gagner de l'argent, de survivre, etc. Tu vois, donc D'accord. là, tu te retrouves dans il y a plein de situations. Après, tu as des populations qui sont très isolées aussi, hein, par exemple dans des montagnes ou des choses comme ça, et qui, elles, s'appauvrissent parce que les jeunes partent vivre à la ville, où ils essayent d'avoir une situation un peu meilleure, enfin, ou en tout cas qui les attire plus. Et du coup, bah, ces populations, elles vieillissent parce que les jeunes partent, et puis au bout d'un moment, elles meurent, et la langue, c'est plus transmise. D'accord. Et justement, on a eu l'exemple du latin qui est sorti dans le chat. Et alors, je sais que c'est pas. Alors, j'anticipe, ce n'est pas ton domaine de spécialité, me semble-t-il. Mais est-ce qu'il y a une explication
même générale, au fait que le latin a fini par devenir une langue morte? Mais alors justement, le latin n'est pas une langue morte, c'est même une des langues les plus vivantes au monde. C'est ce que Si j'allais tu... dire. En fait, en le Voilà. disant, je me suis dit peut-être qu'au Vatican, ils parlent latin. Alors, déjà, au Vatican, ils parlent encore le latin, enfin, c'est du latin ecclésiastique, mais ça reste du latin. On a énormément de documentation sur le latin. Tu vois, on sait comment il était parlé à telle et telle époque. Enfin, tu vois, on a quand même beaucoup d'éléments. On sait même comment certains trucs étaient prononcés. Donc, globalement, c'est pas une langue qu'on ne connaît plus du tout, tu vois, avec laquelle on est complètement, dont on est complètement coupé. Mais surtout, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le latin, en fait, il n'a jamais arrêté d'être transmis. En réalité, il a même continué à être tellement transmis qu'il a évolué de plein de façons différentes. Si tu considères que le français, c'est du néo-latin, l'espagnol, c'est du néo-latin, l'italien, c'est du néo-latin, et que tu comptes que ces langues font partie des langues les plus parlées au monde, bah, finalement, le latin, il est quand même plutôt en forme, tu vois. Mais alors pourquoi, Mathilde Dutin, pourquoi est-ce qu'on considère que pourquoi est-ce que la majorité des gens, Mathilde Dutin, considèrent que le latin est une langue morte? Mais parce que c'est ce qu'on te dit à l'école. Mais d'ailleurs, moi, j'avais ma prof de latin au collège qui insistait pour qu'on dise que c'était une langue ancienne, pas une langue morte. Parce qu'en fait, c'est un état ancien, c'est effectivement l'état ancien, l'état d'une langue qui a fini par évoluer, d'un usage qui a fini par évoluer de plein de façons différentes sur plein de continents différents pour donner des langues qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de différentes. Parce que la prononciation n'est évidemment pas la même, la construction des phrases, le lexique, etc., tout ça, c'est pas pareil. Mais finalement, c'est pas une langue morte au sens où elle est jamais morte. Tu vois, il n'y a jamais eu un moment où on a pu se dire, bah voilà, telle date, on a arrêté de parler latin. Ok. Donc c'est plus une langue ancienne, tu vois, c'est l'état ancien d'une famille de langues, c'est la langue mère d'une famille de langues qui sont aujourd'hui parlées dans une très vaste partie du monde. Et du coup, ce titre-là, c'est pas vraiment une langue morte, quoi. Mais alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on ne serait pas dans une logique où on pourrait dire que aucune langue n'est morte puisque toutes ont juste évolué? Bah non, parce que, comme je te disais, tu as des langues qui arrêtent d'être complètement parlées. Parce que toute la population est morte ou parce que toute la population a décidé de parler une autre langue. D'accord. Et justement, alors on a Elio Schrouch. Je prends toutes vos questions, les amis, vous inquiétez pas. Si elle n'est pas maintenant, elle reviendra après. J'essaie de garder un fil logique autant que possible. Du coup, finalement, si on a des langues qui vivent, d'autres qui meurent, est-ce qu'on peut sauver une langue en train de mourir? Comme, Oui, comme les tout langues à fait. régionales, par exemple. Oui, oui, tout à fait. Bah, tu as d'ailleurs des phénomènes de revitalisation de langues. Tu vois, par exemple, l'hébreu, qui était resté une langue, elle n'était pas morte, hein, c'était pas une langue morte, c'était une langue qui était encore utilisée dans la liturgie, hein, c'était une langue liturgique, mais elle avait continué à être utilisée. Et il y a eu un moment fort qui a été la création d'Israël, qui a fait que on s'est dit, pour une raison politique, on a besoin d'une langue qui nous soit propre et qui soit idéalement pas une langue germanique comme l'était le yiddish, et à cause de l'histoire qu'on sait. Et du coup, ça a revitalisé l'hébreu, qui aujourd'hui est la langue maternelle de je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes, ou de millions de personnes même probablement. Euh, et voilà, l'hébreu est un exemple extrêmement fort de revitalisation linguistique. On a un petit peu ça avec certaines langues régionales, notamment le breton par exemple. Hein, bon, je ne vais pas me faire que des amis, mais le breton se revitalise, malheureusement aussi au détriment d'autres langues régionales qui sont des voisines et qui, elles, pour le coup, perdent des abonnés, si j'ose dire, tu vois, Ouais. qui, pour le coup, n'ont pas l'aura du breton, par exemple, et, euh, et qui, elles, vont disparaître, alors que le breton, lui, a trouvé une façon de se redynamiser, et donc tu as de plus en plus de locuteurs du breton. Alors, même des Bretons, on pourrait dire, parce que tu as une variété de Bretons. Hein. Tu as des usages différents en fonction de l'endroit où tu es en Bretagne. La Bretagne, c'est quand même grand, tu vois. Et donc, tu as vraiment beaucoup de gens qui se remettent à parler breton, avec ce que ça implique aussi parce que les langues revitalisées, souvent, elles ne sont pas exactement les mêmes. Tu vois, c'est Ouais. logique. Bah oui. Parce qu'elles sont parlées par des gens qui ne sont que des apprenants, c'est-à-dire des gens qui apprennent la langue comme une langue seconde, Ouais. c'est-à-dire que ce n'est pas leur langue maternelle. Et même si après ils la transmettent comme langue maternelle à leurs enfants, ce qu'ils vont transmettre, c'est un état un peu reconstruit de la langue, tu vois. D'accord.
je comprends. Même si ça leur enlève rien, hein, ça reste des langues à part entière, et c'est pas parce qu'elles ont été un peu reconstruites ou réaménagées pour être cohérentes aussi avec le vocabulaire de la vie quotidienne que elles ont moins de valeur. Hein. On ne raisonne pas en termes de valeur des langues, tu vois, ça veut rien dire, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand tu parles de revitalisation du breton. C'est pas tout à coup le breton qui s'est mis à être reparlé à des jeunes. Enfin, tu vois, ça a quand même, il y a quand même une dimension où ça passe par un état transitoire où c'est une langue seconde pendant un temps pour beaucoup de gens. Euh, Ok, je et comprends. donc ça implique plein de choses au niveau cognitif et tout Et, sur l'évolution. et justement, ben, on a Elio Schrouch, je me suis concentré pour ce pseudo, qui du coup enchaîne en demandant est-ce qu'on peut revitaliser une langue, la faire vraiment revivre et la remettre un peu au premier plan dans une communauté, dans un lieu, sans en même temps imposer une norme sur cette langue. Alors je vais essayer de répondre. Tu me dis si je suis dans le vrai. Ben, en fait, je pense que personne n'impose de normes. Ce qu'on appelle norme, ça peut être, enfin c'est pas nécessaire en fait. Euh, Ce qu'on appelle norme, c'est quelque chose, c'est les usages qui ont fini par s'imposer, mais de même finalement. Non? Est-ce que c'est ça? Euh, non, pas vraiment. Ok, C'est cool. des usages, parce que tu vois, typiquement, on a une norme que personnellement je trouve complètement idiote, qui nous a été fournie par notre chère Académie française, qui est qu'on ne devrait pas dire le Covid, mais la Covid. Ça, typiquement, c'est un usage qui n'a jamais. Enfin, moi, j'avais jamais euh, entendu ou lu ou vu nulle part la Covid avant que l'Académie n'en parle. Donc, typiquement, c'est pas un usage qui s'est imposé tout seul. C'est une norme qui a été imposée par une institution. Et généralement, les normes, c'est ça, c'est des institutions, D'accord. que ce soit l'école ou des académies, enfin, tout type d'institutions, ou les médias, hein, les médias un peu institutionnels comme les journaux, etc., qui t'imposent une bonne façon de parler, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas du tout des usages qui se sont imposés comme étant finalement les bons, tu vois. C'est... Et donc, malheureusement, en fait, je dirais pas que c'est attends, si je me souviens bien de la question, c'était que tu pouvais pas revitaliser une langue Ouais. Est-ce sans, que la question c'est, par la même occasion, imposer une norme. ouais c'est ça. Est-ce que c'est possible? Et je pense pas que ce soit possible en fait, parce que imposer une norme, c'est aussi ça qui va permettre de diffuser la langue. Ouais. Par exemple, j'ai un peu travaillé à la délégation générale à la langue française et aux langues de France, donc qui est en gros une institution gouvernementale qui est en charge des questions de politique linguistique. Et moi, j'ai travaillé en particulier dans un petit groupe qui s'appelait la mission Langues et Numériques. Et l'objet de cette mission, c'est de produire des outils numériques, entre autres choses, hein, dans plein de langues. Donc notamment, je me souviens, il y avait un projet de synthèse vocale de l'occitan, de traduction automatique en breton, etc. Ça, par exemple, d'un point de vue informatique, tu ne peux pas le mettre en place si tu n'as pas des normes en amont pour, faire le travail, si tu veux. Ouais, ouais, je vois. C'est ce que je veux dire. Ouais, Donc ouais. finalement, tu es obligé en tout cas de choisir au moins un usage que tu vas instaurer un peu comme une norme de référence pour pouvoir produire des outils numériques. Oui, c'est ça. Oui, oui, ok. C'est Ah, oui. Et en fait, de la même manière, en fait, il y a comment dire, une expression qu'on utilise souvent, un adage qui est de dire que pour s'éloigner des règles, il faut d'abord les connaître, les maîtriser. Ça s'applique un peu ici aussi, en fait. C'est-à-dire que pour qu'on ait un usage qui puisse varier de la norme, justement, ça veut dire qu'on a eu une norme qui s'est imposée. Est-ce que ça ah marche oui, ce bah que je dis? ça, évidemment, oui, oui. Si tu n'as pas de normes entérinées, tu n'as évidemment pas d'écart à la norme qui est possible. Mais je pense que ce que cet adage veut dire, c'est qu'en fait, il parle notamment de la parole poétique, hein, tu vois, de la production poétique. Et c'est vrai que les grands poètes, en tout cas, sont ceux qui maîtrisaient tellement bien les normes qu'ils ont pu essayer de les dépasser de façon euh, à faire du sens d'un point de vue littéraire, si tu veux. Ça, pour le coup, je suis pas du tout la meilleure personne pour en parler non plus. Ouais. Il y a une certaine Laëlia Béron qui en parlerait beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, cet adage ne s'applique pas à l'usage euh, quotidien du langage, tu vois. Par contre, ce que ça reflète et qui est intéressant, c'est que
Oui, bien sûr, en tant que linguiste, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'observer surtout les usages. Mais comme je disais tout à l'heure, tu as des usages qui correspondent à la norme et les usages même sont euh, colorés par la norme, hein, parce qu'à l'école, on t'apprend qu'il faut dire comme ci, comme ça. Et donc, en fait, si on ne te l'avait pas appris à l'école, peut-être que tu ne parlerais pas du tout de la Ouais, même façon. Donc, ton rapport à la norme et ce qu'on t'a appris, la norme qu'on t'a enseignée, influence évidemment les usages. Ça, c'est évident. Euh, mais l'autre chose qu'il faut garder en tête, c'est que c'est évident, important aussi dans nos sociétés, en tout cas occidentales, c'est très important de connaître la norme, parce que si tu ne connais pas la norme, tu ne peux pas l'utiliser dans les moments opportuns. D'accord? ouais, Donc en fait, ça fait partie de ta connaissance linguistique aussi. C'est juste moins naturel, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas la règle de grammaire avec laquelle tu serais arrivé tout seul comme un grand. C'est un truc qu'on t'a enseigné, mais c'est important qu'on te l'ait enseigné parce que malheureusement, ça fait partie des codes qui socialement sont marqués. C'est-à-dire que si tu utilises un certain type de mot ou un certain autre type, ça va être marqué comme populaire ou bien éduqué, tu vois, par exemple. d'accord. Et ça peut avoir une influence ensuite sur ta vie sociale, quoi. Bah Ou évidemment, voilà, c'est professionnelle. ça, notamment sur ta vie professionnelle. Ouais, C'est-à-dire que quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe sur Facebook, globalement, je pense que maintenant, on est tous suffisamment intelligents pour savoir qu'on s'en fout. ouais, Par contre, c'est important de connaître les usages, de connaître la norme en vigueur pour pouvoir l'utiliser quand tu es face dans une situation où c'est important de montrer que tu connais cette norme, même si tu n'as pas envie d'utiliser quand tu es sur les réseaux sociaux, de montrer que tu la connais ouais. et que tu peux l'utiliser à bon escient, par exemple, quand tu es dans un contexte professionnel, que tu écris un mail, par exemple. Ouais, voilà, ok, ok. Donc en fait, en gros, l'idée c'est que tu peux faire des. Ça, on en reparlera un jour. Je pense qu'on fera un live sur ce sujet-là. Mm. Euh, Mais en gros, l'idée c'est que tu peux faire des fautes sur Facebook. Globalement, on s'en fout un peu. Euh, et sûr que ça dérange, bah limite, ils vont pas trop t'en tenir rigueur. Enfin, c'est pas ça qui va, voilà. Ouais, il y en Euh, a qui vont t'en tenir rigueur, mais mais bon, voilà, c'est un argument un peu. oui, et puis bon, ils ont un impact que limité sur toi, quoi. Alors qu'en contexte professionnel, dans une lettre de motivation, dans un mail, là, on te demande de ne pas faire de faute pour montrer que tu sais parler comme C'est il ça. faudrait parler. En fait, la norme, c'est un marqueur social. C'est-à-dire que si tu montres que la connais, eh ben, ça montre que tu as eu un certain accès à l'éducation. C'est malheureusement corrélé à une certaine forme de réception de ton intelligence, tu vois, même si Ouais. c'est pas forcément corrélé, évidemment. Hein. Mais en fait, c'est un marqueur social. C'est-à-dire qu'en fait, si tu l'utilises quand il faut l'utiliser, tu montres que tu as compris les codes sociaux et que tu sais les utiliser quand il faut. Ok, je Voilà. vois. J'ai une dernière question à te poser, Mathilde. Si vous en avez d'autres dans le chat, évidemment, n'hésitez pas. Mais en attendant que ça vous vienne, je vais poser la mienne parce qu'après tout, je fais bien ce que je veux. Mathilde, est-ce qu'on peut prédire, est-ce que les linguistes font ça? Est-ce qu'on peut prédire qu'Aya Nakamura aura ou non une grande influence sur la langue française? Alors, non, je pense pas. Alors, je pense pas qu'on puisse prédire. Ok, Tu vois, je dis pas qu'elle aura pas d'impact. Je dis juste on ne sait, on peut pas savoir en fait. Peut-être qu'elle en aura un, peut-être qu'elle en aura pas. C'est un peu trop difficile à dire parce que les facteurs de l'évolution, du changement linguistique, ils sont multiples, ils sont très très nombreux. C'est un phénomène multifactoriel, mais voilà, même ouais, moi, à mon niveau, où je regarde l'évolution de un son, machin, etc., même ça, je prends plein de facteurs en considération. Donc, imagine ce que c'est à l'échelle de toutes les facettes du langage. Enfin, voilà, c'est un phénomène qui est vraiment où il y a tellement de facteurs que c'est impossible à prédire. C'est déjà difficile à prédire quand on regarde une évolution plutôt linéaire, mais en plus, il faut voir qu'il y a des événements euh, qui font date un peu dans la langue et qui font qu'un mot va rentrer dans la langue et puis que pour une raison qu'on ignore, il va se pérenniser. Et puis, alors qu'il y en a d'autres, ils vont rentrer dans la langue et puis 6 mois plus tard, ils ne seront plus utilisés. Tu ouais, vois. ouais, je Et vois. ça va être lié à des événements dont on ne peut pas prévoir qu'ils vont arriver. Et donc, on ne peut pas prévoir en fait plein de mots qui vont arriver en français. Un exemple que je cite souvent, c'est l'exemple du mot zlatané. Ben, c'est un mot qui a duré 6 mois, qui a eu une durée de vie très limitée, Oui, et ouais. aujourd'hui plus personne n'utilise, et Alors qui est né d'une qu'effectivement, circonstance particulière.
dont on ne pouvait pas prévoir qu'elle allait arriver, tu vois. On ne pouvait pas savoir que cet événement allait donner lieu. Ouais. Enfin, on ne pouvait pas prévoir que l'événement allait arriver, on ne pouvait pas prévoir qu'il allait donner lieu à un nouveau mot. Et ensuite, c'est difficile de prévoir si un mot va Ouais. se pérenniser ou pas. À côté de ça, tu as un mot comme ordinateur qui a été inventé de toutes pièces pour désigner ce qu'était cette machine. Et c'est un néologisme qui a eu une très belle vie et qu'on utilise tous les jours, tu vois. Ok. Donc, on ne peut pas savoir en fait ce qui fait qu'un mot va se pérenniser ou qu'un usage va se pérenniser plus largement. Donc, que va devenir Aya Nakamura et que va devenir sa façon de parler Ouais, et est-ce que ce sera elle qui sera en cause ou pas? On ne peut pas savoir. Ok, on va le savoir. Ok. Bah, très bien. Bah, merci beaucoup, Mathilde Hutin, d'être venue. Dans le chat, est-ce que vous avez encore des questions? N'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. On est là, on est ensemble, on en profite. En tout cas, j'espère que l'interview vous a plu. J'ai trouvé ça super intéressant. J'espère que vous avez appris les choses. Moi, c'était le cas. Donc, bah, merci Mathilde d'être venue. Merci pour tes discours. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir écouté Et ouais, ça pendant... fait 1 heure et demie qu'on est là, hein. Ça fait Bah une heure et ouais. demie qu'on y est, mais oui. Mais parce qu'on essaye, si tu veux, on essaye de pas faire comme à la télé, de faire ça vite fait, de bâcler les discours. On essaie de prendre le temps de réfléchir. Ouais. Et je pense que c'est super important, on a besoin de le faire. Donc bah, je suis content que tu aies pu venir, que tu aies eu le temps de le faire. Et en tout cas, dans le chat, c'est unanime, en tout cas. Les gens sont contents. Donc, Mieux. donc tant mieux. Alors, est-ce Bah ouais. que tu restes avec nous pour ma petite conclusion, Mathilde? Oui, bien sûr. Alors, les amis, merci d'avoir été là. J'espère que bah, je vois que vous êtes contents, donc ça me fait plaisir. Ça fait évidemment plaisir à Mathilde. Je pense pouvoir parler en son nom en disant ça. On se retrouve mardi, du coup. Alors, j'ai un peu imité Bourdin ce soir. J'avoue, je me suis bien amusé. J'aime bien faire ça. Et on a parlé des accents. Donc, ça tombe bien, transition toute faite, parce que mardi soir, on fait de l'analyse médiatique. On a Bourdin qui a reçu un certain ministre avec un accent fort. On en a parlé, Jean Castex. Du coup, on va un peu analyser ce qu'il a dit. Voilà, on va faire ça ensemble le mardi. Autant dans la forme que dans le fond. Est-ce que les questions de Bourdin, est-ce qu'elles sont intéressantes? Est-ce que les réponses de Jean Castex sont intéressantes? Est-ce que c'est du bullshit? On verra tout ça. Donc j'espère que vous serez là, que ça va vous intéresser. Mais en général, c'est cool. Hein, ce que fait, enfin, il y a toujours des trucs à dire avec Bourdin. Donc voilà. Donc au moins, en plus, j'aurai l'occasion de l'imiter. Ça va être fabuleux. Merci encore Mathilde. Merci tout le monde. Passez une bonne soirée. Et puis bah, à la prochaine. Salut.